Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Et vous écoutez aujourd'hui une émission du type front page, c'est-à-dire que pendant une bonne paire d'heures, on va vous faire un débrief de l'actualité du monde des comics et de leurs adaptations, avec force analyse, commentaires, bonne humeur et quelques petites blagues par-ci par-là, puisque c'est comme ça que vous appréciez ces émissions, avec bien entendu l'inénarrable, le redoutable, le talentueux, le sympathique, le chouette et le joyeux Corentin. Wow, dis donc, quel honneur. T'as mis de la crème ? Oui, ah, bon, tout à fait. Tu me fais peur, tu commences un peu à suinter. Oui, mais effectivement, puisque nous enregistrons nos podcasts là en plein cagnard et chaud, tout, Corentin est habillé et moi non. Ouais. Et donc nous allons pouvoir embrayer. On va quand même pouvoir embrayer tout de suite sur l'actualité. Alors d'abord, c'est la partie la réclame. Qu'est-ce que c'est la réclame ? Simplement juste pour vous faire part d'une annonce qu'on ne va pas forcément commenter, mais qui est juste très très cool. C'est que le saloon, c'est ça. Saloon Popcorn. On est en plein Far West. Donc le salon Popcorn Toulouse a annoncé son grand retour pour les 11 et 12 septembre 2021, et ça c'est vraiment hyper cool. Alors juste pour faire un petit topo, Popcorn, donc c'était un salon de pop culture tout simplement, avec une partie comics bien entendu, à laquelle on était ravis de participer depuis son instauration en 2019. La première année notamment, il y avait quand même eu Chris Claremont et Bruce Timm qui avaient été invités, Mahmoud Asrar aussi par exemple. Donc voilà un salon qui grâce en fait au concours de Paul Renaud qui habite à Toulouse, a toujours réussi à avoir quelques très très chouettes invités comics. On vous avait d'ailleurs proposé un podcast en immersion avec l'édition 2020 de ce salon, qui avait été l'un des rares à pouvoir se tenir en septembre dernier avec le contexte pandémie. Ça en fait avant c'était à Diagora, la Bêche, Toulouse, en fait, vraiment dans une sorte de grand centre avec plein de grandes salles très très hautes de plafond, un peu hangar. Et donc pour 2020, ils avaient vraiment voulu changer les choses pour avoir quelque chose à plus petite échelle, et parce qu'il y avait une jauge limite de public, donc 3000 personnes par jour de mémoire. Donc ça se situait en extérieur dans un cadre très joli, le Manoir du Prince ça s'appelle. Donc voilà, avec une majorité de stands qui se situaient donc dans des allées où on pouvait circuler de façon plus libre que lorsqu'on est entassé à l'intérieur. Il y avait en plus une fontaine et tout. Enfin voilà, c'était vraiment un cadre très très feng shui, comme j'aime à le dire. Et par contre, bien, moi je vais y aller. Ah bah non, pas, mais non, tu n'iras pas parce que tu travailleras certainement à ce moment-là, Corentin. C'est ça le souci avec ces salons, mais on verra. Écoute, en tout cas, ils avaient annoncé, donc Calme-toi, organisation qui s'occupait de ce salon, avait dû annoncer en fait sa cessation d'activité à cause de la crise du Covid, parce que malgré le succès de cette édition, grosso modo, ça avait été des soucis de banque qui voulaient pas fournir quoi que ce soit, qui en gros ont demandé la liquidation de la boîte. Mais Popcorn en tant que tel a été racheté désormais par une autre société événementielle qui s'appelle Miharu, et qui donc reprend l'organisation de la chose. Et bonne nouvelle, c'est que grosso modo, les personnes qui étaient déjà présentes derrière Popcorn avant sont de nouveau de retour quelque part. Un truc qui se fait racheter et qui remet une ancienne équipe en place, ça me rappelle un petit peu quelque chose, Corentin. On aime bien en général. On aime bien ce genre de choses. Et donc voilà, donc ce sera de retour au Manoir du Prince les 11 et 12 septembre 2021. On vous en reparlera avec First Print et aussi sur nos colonnes écrites de Comics Blog quand il y aura les premières annonces d'invités comics. Et puis voilà, nous on est en train d'emblée de vouloir travailler avec eux pour pouvoir faire un petit partenariat média très sympathique, et puis on espère pouvoir vous refaire des podcasts sur place quand ça arrivera. Donc voilà, bonne nouvelle quand même de voir les équipes de Popcorn pouvoir reprendre le travail. Corentin, on va désormais, maintenant que la réclame est finie, punaise, j'ai des problèmes de prononciation aujourd'hui. Les annonces aussi. Ouais, c'est possible. Après, peut-être parce que je suis un peu stressé aujourd'hui, parce qu'on est un peu limité en temps. On essaie de tenir en moins de 2 heures avec les impératifs du jour. Ce sont les conditions du direct. Corentin, une belle annonce de la part de Delcourt Comics, puisque le monstre Monsters de Barry Windsor Smith arrivera en octobre prochain. Ouais, alors Barry Windsor Smith, pour ceux qui vraiment débarqueraient un peu avec les comics modernes, c'est une légende en fait de l'industrie, particulièrement pour son travail chez Marvel, puisque c'est un des mecs qui a participé à écrire la grande histoire des comics X-Men, notamment aux côtés de Chris Claremont, qui a fait notamment Weapon X, je crois. Moi, j'avoue, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, je suis un peu une bille en X-Men. Par contre, je connais à peu près l'œuvre de Barry Windsor Smith. Il avait fait une très 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 longue pause de 14 à 16 ans, je crois, après justement le tournant des années 2000. Et il était revenu juste précisément pour Monsters, donc pour Monstres en français,
qui est donc un roman graphique de 360 pages qui raconte en fait l'histoire de deux familles qui ont été victimes d'expériences, enfin qui sont descendantes de gens qui ont été qui ont subi, voilà, moi aussi je suis fatigué, des expériences par les nazis. Et donc ça parle un petit peu de comment est-ce que les nazis ont créé des monstres littéralement qui sont un peu inspirés par Hulk, puisque c'est connecte avec une histoire qui devait apparaître dans la série Hulk des années 80 et qui avait été pas forcément refusé, mais un peu atténué par Marvel, puisque Claremont Winsor Smith avait un plan assez long pour cette histoire-là, et au final, elle s'était résumée en un seul numéro de 23 pages. C'est quand même l'idée que c'est quand même en fait une histoire du Hulk avorté chez Marvel qui va en fait du coup retrouver ses lettres de noblesse en étant achevé complètement tel que son auteur le voulait au départ. Il a un très grand format puisqu'il a eu la place de vraiment développer son histoire à fond. C'est très dramatique, c'est pas du tout du super-héros, c'est vraiment plus une sorte de drame sur la monstruosité, les fêlures familiales, on va dire. Et c'est Winsor Smith qui revient après quand même plus de 10 ans d'absence. Ça a vraiment été acclamé par la critique. C'est très cool de voir Delcourt le proposer déjà, puisque ça date de cette année, en VO chez Fantagraphics. Donc très cool de revoir cette légende revenir. J'avoue que j'ai pas encore pris le temps de le lire moi pour l'instant, mais j'attendrai évidemment de la sortie VF avec grande impatience. Ouais, ça sortira le 6 octobre pour 34,95 € et donc a priori ça va vraiment suivre le modèle de l'édition VO Fantagraphics, donc un gros volume qui fera très bien dans votre bibliothèque. Puis je te coupe, mais oui. C'est impressionnant de voir comment Winsor Smith n'a pas vraiment perdu au niveau de son trait, parce que sur les nombreuses planches de preview, les extraits que j'ai pu regarder, ça reste le même trait qu'il avait à l'époque, ultra ciselé, ultra expressif. Ça fait très roman graphique indé en fait, quelque part des années 80-90, avec justement un truc super expressif, super dépouillé. Et le mec est toujours aussi fort malgré son grand âge, donc c'est vraiment très cool. Il a pas le syndrome Neil Adams, par exemple. Il a pas le syndrome Frank Miller non plus. c'est vrai. En plus, tu me dis, parce que la semaine dernière, j'étais à une expo du coup de Will Eisner, dont vous avez déjà parlé dans un précédent podcast. C'est à Cherbourg là jusqu'à la fin du mois d'août. Donc vraiment, si vous vous déplacez cet été, allez la voir au musée de Thomas Henry avec donc une expo sur Will Eisner, mais dans une salle en fait où il y a vraiment un rapport entre le rapport au nord de Will Eisner et de Frank Miller. Et du coup, tu as des originaux en double page de Sin City de Miller. Bien sûr, ouais. Et il faut savoir que Frank Miller est un énorme fan de Will Eisner. Il a participé notamment à des entretiens avec lui. Ouais, il y a un entretien avec lui. C'est pas pour rien que Frank Miller a voulu réaliser l'adaptation de The Spirit, qui pour beaucoup de gens est une trahison de l'esprit de The Spirit de Will Eisner, mais lui était très heureux de le faire. Et en tout cas l'artbook du Spirit est merveilleux parce que c'est quand même Frank Miller qui se donne les moyens de rendre hommage à une autre légende. Et donc voilà, effectivement, donc ces originaux de l'époque sont complètement incroyables même. Splendables. Et c'est vrai que tu me montrais l'autre jour le Xerxes que j'avais toujours pas encore feuilleté. C'est un peu moins incroyable. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de syndrome Neil Adams ou Frank Miller, et donc on est ravi que Barry Windsor Smith n'en ait pas été atteint, et on sera donc ravi de vous reparler de ça. Il y a une autre sortie qui arrive aussi chez Delcourt cet automne, c'est le Tomorrow de Peter Milligan qui a été publié chez Dark Horse dans le label Berger Books de Karen Berger. Oui, qui a une histoire assez courte en fait, qui s'inscrit un petit peu dans le contexte, comme pour JMS avec The Resistance, des auteurs qui ont un peu prévu, on va dire, ou qui ont imaginé qu'une pandémie mondiale allait s'abattre sur le monde. Là, en l'occurrence, c'est croisé avec une sorte de paranoïa politique sur le présent et de dérivés de l'ère Trump, puisque c'est l'histoire d'un virus informatique russe. Donc voilà, ce qui fait pas forcément penser à l'élection de Donald Trump et Hillary Clinton, etc. Qui mute en fait au point de traverser entre guillemets les frontières de son programme pour atteindre les humains. Donc c'est évidemment complètement bizarre, mais c'est pas très biologiquement accurate, on va dire. Et ça sert à Milligan à parler un petit peu du présent politique, puisque ça parle un petit peu justement des migrants latinos aux États-Unis, du post-monde où justement les gens vont un peu paniquer, s'organiser en guerre civile, vers des survivalistes et compagnie. Et on suit le point de vue d'un jeune violoncelliste de grand talent qui va retrouver sa sœur un peu à la Why the Last Man. Du coup c'est super cool. C'est l'artiste, tu m'as dit que c'était, excuse-moi, j'ai pas noté. Je ne l'ai pas dit. D'accord, très bien. Parce que tu ne le sais pas. Non, je ne l'ai pas retenu. Je vais continuer à broder. Exactement. Et voilà. Et Peter Milligan, comme on l'a déjà dit, qui est toujours aussi productif, qui passe sa vie à écrire et à inventer de nouveaux concepts. C'est Jesus Hervas. Jesus Hervas, effectivement, voilà. Donc on est toujours content de voir que Milligan reste intéressé par ce qui se passe au présent dans la politique, que c'est un de ces auteurs-là qui reste, on va dire, assez énervé par rapport à plein de sujets, et quelque part, effectivement, ça rentre dans le corpus, on va dire, des œuvres pour digérer un peu la pandémie ou pour essayer de comprendre un petit peu comment ça a été dans l'air du temps à un moment donné. Donc très cool. J'avoue, moi personnellement, je suis un peu moins fan du coup du style de Hervas.
que de Winsor Smith pour le coup, par exemple, pour comparer deux œuvres Delcourt. Ouais, c'est difficilement comparable quand même. Mais voilà, ça reste en tout cas super sympa de voir encore une fois un Milligan toujours en forme malgré le long poids de ses années de carrière. Et donc, poids de ces années de carrière. Et dernière annonce également du côté de Delcourt, hein, puisqu'on vous fait un petit peu un récap, il y a eu pas mal de choses en termes de VF et tout, donc on essaie simplement de vous avertir. Donc si voilà, il y a des titres dont on vous parle qui vous intéressent, ben notez-le. On détaillera ça dans les back issues, ouais, bien entendu, mais là c'est pour vraiment pour vous permettre d'anticiper, de vous dire bon bah voilà, en octobre il y a ça qui sort, donc je vais mettre déjà de côté et peut-être boire moins de verre en terrasse pendant l'été. Ah non, pas de compromis. Je mangerai moins par contre. Ah voilà, c'est ça, la compromis, c'est sur la nourriture et pas sur la boisson. En tout cas, il y a une troisième annonce dont on voulait également vous parler, plutôt cool également, c'est l'arrivée du premier tome des contes de la Umbrella Academy, donc un spin-off qui était sorti chez Dark Horse, qui avait démarré l'été dernier, avec un volume qui s'appelait You Look Like Death, et donc qui s'appellera Tu pues la mort, je crois, ou Tu sens la mort. Oh non, tu pues la mort en VF. Et donc c'est écrit par Gerard Way, donc forcément le co-créateur des comics Umbrella Academy avec Gabriel Bá. Ouais. Et par contre, ça sera dessiné par quelqu'un d'autre, mais un dessinateur également de talent, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de Ian J. Culbard, à qui on doit l'adaptation des Montagnes hallucinées de Lovecraft qui sont disponibles chez Achilleos, mais aussi Wild's End qu'on vous a chroniqué récemment en back issues. La guerre des mondes chez les petits animaux de l'Angleterre britannique. Exactement, qui est disponible chez Kinaï Éditions. Donc, grosso modo, un bon auteur et un bon artiste pour un spin-off qui s'intéresse au personnage de Klaus, qui s'appelle également The Seance dans les comics, et qui a été interprété par le truculent Robert Sheehan dans la série Netflix. Nathan Misfits. Exactement. Et donc Corentin, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Je suis content, effectivement. C'est vrai que la série, c'est un petit peu comme pour The Boys d'Irbeki, c'est ces projets qui apparaissent parce qu'il y a une série Netflix une série Netflix en l'occurrence, une série télé qui fonctionne. C'est une façon intéressante de développer le lore de Umbrella Academy, qui est quand même assez dense, même si les volumes en eux-mêmes vont très vite. On sent qu'il y a un univers qui est assez intéressant, qui a été réfléchi par Bá et par Way. Moi, j'avoue que tout ce qui est Culbard me plaît. On a peut-être pas assez, parce qu'on aura un jour, quand on aura le temps de faire des podcasts plus thématiques, on vous en a déjà parlé. On a déjà évoqué l'idée de faire évidemment un omnibus sur le sujet des comics et de Lovecraft. Moi, évidemment, j'ai très envie de mettre en avant justement cette adaptation des Montagnes hallucinées qui me tient très à cœur. Culbard, c'est un mec qui, si vous n'avez pas trop en tête, c'est un peu une sorte d'héritier de Hergé qui aurait justement croisé la route d'un Kirby ou d'un Ditko, puisqu'il est quand même plus comics dans la morphologie, mais il est très ligne claire. C'est un putain de génie. Séance, c'est un personnage intéressant aussi, en plus, qui peut convoquer un imaginaire un peu mignolesque, on va dire. Donc je suis très content que ça existe. J'arrête pas de dire que je suis content, mais c'est vrai, je suis content, effectivement. Et je trouve qu'à la limite, il y aurait peut-être un intérêt à encore une fois pousser justement les à côté de la saga Umbrella Academy plutôt que la limite la trame principale qui, je trouve, prend un peu la flotte. Hotel Oblivion n'était pas Dingo, par exemple, alors que les personnages en eux-mêmes restent, oui, Dingo, personnage de Disney, oui, merci Arnaud. Tu sais, je le bloque à l'entrée, tu vois. Mais tu as un avis peut-être sur la question, Arnaud? Non, le truc c'est que tu dis que c'est bien de pousser sur les à côté plutôt que sur la trame principale. J'ai envie de dire que la trame principale, de toute façon, elle continue pas pour l'instant, hein. Il a pas... ouais. Après, ils ont mis 9 ans pour faire Hotel Oblivion, je crois. Et ouais, mais je pense que ça va s'accélérer un petit peu maintenant. Ils avaient quand même dit qu'ils allaient un peu accélérer la chose. Gerard Way, de toute façon, il y a plus de Young Animal chez DC. Donc il y a pas grand chose. J'ai dit Gérald en plus, je crois, alors que c'est Gérard. C'est Gérard. Du coup, ouais. C'est que tu penses trop beaucoup Gérald. Ouais, c'est ça. Alors, tu sais que le père de Gérald Darmanin s'appelle Gérard Darmanin. Non, je savais pas. C'est pas une blague. Le père de Gérald s'appelle Gérard. D'accord. C'est peut-être pour ça. Gérard pour insulter les parents des enfoirés. Non, on fait pas ça. Laissons les parents tranquilles. Comme à l'Académie, on fait des spin-offs qui se passent dans le passé, et voilà. Mais donc voilà, non, c'est juste que voilà, ça n'avance pas pour le moment, ça avance à un rythme un peu plus doux. Donc moi, je suis plutôt content effectivement de voir de toute façon qu'on va mettre les spin-offs en avant, sachant qu'il y avait même l'artbook de la série qui était sorti l'automne dernier chez Dark Horse, qui a pas mal de dessins de Gabriel Bá là-dedans, pas mal de concept art, et donc on vous recommande aussi d'y jeter un œil si jamais vous étiez passé à côté de cette sortie. Et donc voilà, alors là, ce tome de Umbrella Academy, ce sera en août, donc ça arrivera un petit peu plus tôt que les sorties qu'on a énoncées précédemment, mais bon voilà, donc il y a du bon comics qui arrive, sachant qu'il y a aussi l'intégrale de
de Martha Wayne de Frank Miller qui arrivera aussi au mois d'octobre. Martha Washington. Martha Washington. Martha Wayne, c'est la maman de Batman. Effectivement, c'est ça, pardon, Martha Washington. It's his mother's name. Donc de Martha Washington, dont on avait déjà parlé dans un précédent l'erreur est culte, front page. Oui, effectivement. Et peut-être que je l'aurais même fait exprès. T'as fait un point Martin involontaire. C'est ça. Non mais t'aurais dû t'arrêter, t'aurais dû faire Martha quoi. Ouais, j'ai juste that name. Pourquoi ils sont. Allez, on continue avec toujours des annonces et là donc on passe vraiment du côté un petit peu plus indé avec quelques annonces assez curieuses de la part de Réflexion Édition qui d'habitude est un peu si tu veux l'autre versant je trouve de Vestron dans les comics un petit peu d'adaptation de licence et vraiment avec un esprit très tourné souvent vers les comics des 90s ou un peu vraiment de genre puisque notamment eux ils avaient fait les comics Ash vs Evil Dead par exemple et Ant aussi les Ant et aussi du coup c'était le Judge Red Mega City 2 ils ont fait plein de trucs donc ça c'est les Judge Red de IDW qui font et ils font aussi le crossover c'est Army of Darkness versus Reanimator donc complètement wow. C'est pas ça les trucs de grosse exploitation quoi mais là du coup ils annoncent une nouvelle collection qui s'appelle Pulp qui est vraiment par contre une collection de comics de genre grosso modo puisqu'il y a 4 titres qui vont débarquer en fait au fil des mois de l'automne prochain donc ça commence à partir de septembre mais tu vois t'as une sortie grosso modo tous les mois avec un premier titre qui s'appelle The Dark Age de Don Henfield et Leonard Rodriguez qui était publié chez Red 5 Comics donc c'est vraiment une structure éditoriale assez petite et qui est vraiment une sorte de post-apo où en fait grosso modo du jour au lendemain en fait toutes les structures métalliques sur Terre sont désagrégées par quelque chose venu de l'espace et donc en retour on a une forme de Moyen-Âge où les gens sont plus que avec du plastique, du bois et du béton puisque voilà c'est les seuls matériaux qui restent encore possibles donc une sorte de Moyen-Âge réinventé qui se déroule dans une ère donc dans une ère post-moderne. Ensuite, il y a également Vietnam Horror, qui est un titre de Massimo Rossi et Vito Coppola, donc a priori des Italiens, puisque ça a été d'abord publié chez Leviathan Labs en Italie avant d'arriver chez Behemoth Comics aux États-Unis. Donc voilà, Leviathan, Behemoth, vous voyez un petit peu la thématique de ces éditeurs qui aiment bien qui aiment bien les gros monstres. Et donc là en fait c'est un titre d'horreur mais qui se base dans un contexte historique puisqu'on parle donc de la guerre du Vietnam. Vous l'aurez deviné avec le titre Vietnam Horror. En fait, on suit des soldats qui étaient utilisés des soldats américains qui étaient utilisés en fait pour servir de patrouille de reconnaissance dans des tunnels en fait dans les montagnes là-bas et qui du coup dans l'un de ces tunnels vont tomber sûrement sur des monstres, des atrocités, des choses comme ça. Comme Catacombe le film. Mais c'est pas à Paris du coup. Ouais, c'est au Vietnam. Sinon c'est pareil. Par contre, il y en a un qui m'intéresse de ouf et qui devrait te plaire aussi. C'est en fait c'est une série de 3 mini-séries. Ce sera une petite trilogie qui s'appelle alors le premier tome s'appelle Howard Lovecraft et les Royaumes de glace et en fait donc c'est des récits qui mettent en scène un jeune Howard Phillips Lovecraft dans des aventures plus ou moins fantaisistes et plus ou moins horrifiques et qui on en fait servent de prétexte à voir qu'est-ce qu'il a écrit par la suite et donc ça c'était sorti chez Arcana Comics. C'est écrit par Bruce Brown et c'est dessiné par Renzo Podesta et en fait il y a déjà eu des adaptations en film d'animation des trois volumes donc il faudra un petit peu aller rechercher à voir ce que ça donne mais le style graphique est vraiment plutôt sympathique. Il faudra que tu regardes un petit peu la couverture et les planches intérieures. Il y a une approche un peu je dirais à la Ben Temple Smith un peu tu vois dans le trait. Ce qui est tout à fait logique quand on parle de l'univers Lovecraftien. Oui. Et il paraît qu'il est fan. Temple Smith lui-même, il paraît qu'il est fan de Lovecraft. C'est une rumeur. Je pourrais pas te confirmer, mais c'est pas sûr parce qu'il a fait quand même une adaptation au roman graphique de Dagon. Oui, c'est ça. Qu'on n'a jamais vu du coup. Et Wormwood aussi, mais je pense pas que. Enfin, j'avais déjà parlé dans un podcast, je crois de ça. De quoi de l'adaptation, le problème d'Egon. Oui, bien sûr. Ouais, okay. Oui, tu l'as abordé. Oui, on sait pas où est-ce ce bouquin. Ouais. On sait pas qui l'a. Si d'ailleurs quelqu'un parmi ceux qui nous écoutent a Dagon. Oui, ça vraiment, je tiens vraiment à lancer un appel. Si vous l'avez, juste prêtez-le-moi que je le scanne parce que j'ai l'impression que personne sur Terre n'y aura jamais accès. Donc voilà. Je pensais que t'allais dire je vous l'achète, mais ok. Non, j'ai pas l'acheté. Les gens ont baqué le crowdfunding, ils méritent leur bouquin, tu vois. C'est juste pour que d'autres gens puissent le lire un jour parce que sinon c'est comme un Temple Smith qui se perd dans la nature, quoi. Très bien. À cause d'une arnaque. Son partenaire l'a arnaqué pour ceux qui voient pas l'histoire. Et enfin, donc, on terminera en janvier 2022 avec un titre qui s'appelle American Wasteland, donc qui est aussi publié chez Arcana, qui est donc proposé par R.D. Hall, Mark Kidwell et Andrew Mangum, donc que des gens que l'on ne connaît pas ici, Corentin, puisque c'est publié vraiment, c'est tout
petite maison d'édition aux États-Unis. Je crois que même les single VO doivent même pas arriver dans les comic shops, même Apple, je sais pas, à Paris, je pense même pas que ça arrive par chez nous. Donc c'est plutôt cool de voir l'éditeur faire l'effort de les ramener en VF. Et donc ça s'appelle American Wasteland. Et donc là, c'est un titre, bon, ça m'intéresse un petit peu moins. C'est un monsieur qui s'appelle Cletus McCoy qui parcourt le territoire américain dévasté par une apocalypse vampirique pour tenter de sauver sa maman d'un sort pire que la mort, à savoir, j'imagine qu'il a pas envie qu'elle se fasse vampiriser. Donc voilà, du comics de genre, vraiment, on est voilà donc dans la guerre de l'horreur, du fantastique. Corentin, est-ce que ça t'intéresse un petit peu, ce genre de choses? Oui, le truc qui m'intéresse. Après, j'ai un peu du mal à imaginer comment tu peux prendre la personnalité particulière de H.P. Lovecraft pour en faire un héros de trucs d'aventure. Il est enfant, mais il est encore enfant. C'est un jeune. Je pense que c'était quand même un enfant quand c'était un enfant. Mais en France, tu connais un peu le caractère de H.P. Lovecraft? Oui, mais les enfants sont innocents. Ça dépend. Ça dépend des enfants. Non, après, le truc d'un monde sans métal, ça me fait un peu rigoler. Ça me fait penser au Shannara Chronicles, où, cette espèce de monde de fantasy post-flingue où en fait les flingues marchent plus et donc on revient à la féodalité parce que... Alors faut pas confondre quand même ce truc-là avec Super Pop, qui est vraiment l'histoire d'un récit sans métal. En fait, personne n'écoute de métal et tout le monde écoute que de la pop. Et du coup, ça n'a absolument rien à voir. D'accord. Voilà. Extraordinaire. Ah oui. Tu veux la noter peut-être parce qu'elle est quand même dingue. Tu feras un tweet dessus après. Oui. Donc, je trouve ça intéressant que Réflexion se diversifie. Ils sont quand même en assez bonne forme. Enfin, ils ont enchaîné quand même les annonces régulièrement. Oui, là, ils ont fait pas mal d'annonces qu'on va relayer. Et c'est vrai que ça reste cool, effectivement. Alors, tout m'intéresse pas dans le tas parce que j'ai vu un peu les visuels et je pense que tout sera pas ma cam, on va dire. Bah, c'est très côté dessin 90s, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, je sais qu'il y a une niche pour ça en France et que les gens il y a eu une annonce un accueil, assez favorable. Donc, tant mieux pour cette niche de fans-là. Est-ce que tu veux justement un petit peu développer sur les deux autres annonces qui ont été faites, à savoir, dans un premier temps, les volumes d'Aphrodite 9? Ouais, alors Aphrodite 9, effectivement, qui est aussi une des icônes des années 90 en comics, c'est un personnage de Topco, donc qui est créé par Silvestri, fameusement. Qu'est-ce que je dis? David Finch, plutôt, non? Ouais, David Finch, voilà, plutôt. Donc c'est l'histoire simplement d'une androïde bonne dans un futur. Oh, la vulgarité. C'est les années 90, hein, faut qu'on arrête de se mentir. Et ils ont pas créé ce personnage-là pour avoir des histoires incroyables à raconter, mais quelque part, voilà, encore une fois, ce sont des œuvres de niche. Donc c'est l'histoire d'une androïde sexée qui, flingue des types pour le compte de ses employeurs. Et après chaque mission, sa mémoire est effacée. Sauf qu'il reste quand même une trace de ce qu'elle a fait. C'est un petit peu comme ce très bon bouquin de Geoff Darrow et Frank Miller qui s'appelle Hardboiled, pardon. Donc c'est un peu comme ça, mais avec effectivement tout le côté un peu graveleux et un peu gratos des années 90, c'est-à-dire que dans le numéro 1, vous avez au moins on va dire 5 plans fesses, vous avez les plans culottes, vous avez la mini-jupe vraiment qui laisse apparaître le sous-vêtement, vous avez des plans string, vous avez tout ce que vous voulez. Voilà, si vous êtes dans les fans de ce truc-là, ça existe et c'est bien pour vous. Mais après la série, en l'occurrence, la première série a peu d'intérêt, mais à part si on a connu cette série-là à l'époque et qu'on est nostalgique. Plus intéressant, c'est la suite de Aphrodite 9 qui a été annoncée aussi. Donc qui là pour le coup profite du travail de Stepan Sejic, je crois qu'il faut dire comme ça, qui pour le coup c'est quand même un autre niveau graphique, big up à Finch et tout, hein, c'est une légende des comics, c'est le Jim Lee pas Jim Lee, mais Sejic c'est quand même un mec qui fait des planches peintes, qui a un style très fantasy justement et science-fiction un petit peu à l'ancienne et à l'européenne, donc pour le coup c'est quand même beaucoup plus joli à regarder. C'est vraiment la suite canonique, avec un propos plus développé, un scénario qui est plus long parce que la première série était assez courte en fait. Donc c'est très cool. Encore une fois, moi j'avoue je serais plus intéressé par ce tome là précisément, mais voilà, Réflexion encore une fois qui continue à ramener un petit peu sur le devant de la scène des BD qui ont appartenu à une génération, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a appartenu à cette génération là. C'est comme quand moi je dis du mal de Rob Liefeld, je sais que j'irrite des gens qui ont découvert les comics avec lui et que au demeurant se trouve dans 10 ans dans 10 ans, on se foutra de la gueule de Michael Ranin en disant c'est ringard, c'est court beaucoup trop droite et ça plat de couleurs magnifiques. Donc peut-être que voilà, en tout cas. J.H. Williams 3 là avec ses découpages et tout. Mais après Williams, il est encore meilleur maintenant qu'il était quand il a commencé. Donc peut-être que il sera encore meilleur dans 10 ans. J'imagine, le mec sera juste beaucoup trop inarrêtable. Et puis du coup, l'autre annonce, c'est The Max. Yes, The Max de Sam Keith. Ouais, alors là, pour le coup, il y a quand même pas débat. Hein. The Max, c'est un petit chef-d'œuvre de l'histoire de la bande dessinée. Donc Sam Keith, c'est un mec qui avait accompagné Neil Gaiman sur le Sandman d'ailleurs. C'est intéressant de voir que le mec a un parcours assez impressionnant. Il a fait plein de BD un peu tarés. C'est un mec qui a la croisée des genres entre les années 90 pour le côté un peu violent et le côté un peu sexe, mais qui a quand même amené beaucoup plus de réflexion
dans édition réflexion, Arnaud. Bah oui, voilà. Justement, c'est pour ça. Beaucoup plus de réflexion dans la boucle, c'est-à-dire que pour le coup, The Max, c'est un héros qui ressemble à une parodie de héros des années 90, c'est-à-dire que c'est un gros truc musclé avec une gueule qui fait la tronche comme ça, au point qu'en fait il avait pas de mâchoire, c'est juste une bouille qui fait la tronche, et qui en fait est un héros inventé par une jeune fille qui a été victime d'agression sexuelle et qui est assistante sociale dans le présent, et qui se fait rattraper par une sorte de stalker, de pervers, de harceleur, de violeur, etc., qui est Mr. Gunn. Et les deux, en fait, Mr. Gunn et le Max, donc qui est l'ami imaginaire de l'héroïne, vont se taper sur la gueule pour essayer de la protéger. Alors c'est assez compliqué, il y a une sorte de monde parallèle qui est l'Outback, qui serait grosso modo la psyché de l'héroïne, une sorte de manifestation psychologique façon Australie, un petit peu sauvage, un petit peu à la Conan, où le Max serait une sorte de héros protecteur, une sorte de guerrier qui protège la reine. Ça a duré pendant 35 numéros. Ça fait partie des BD cultes des années 90. Ça a été adapté en série animée. En l'occurrence, c'est une série animée qui est plus une sorte de motion comics, puisque c'est vraiment du case par case avec du mouvement, mais qui a des plutôt bonnes musiques d'ailleurs, et qui se trouve gratuitement sur Internet, sur Vimeo et tout. Donc voilà, il y a eu récemment, dans les 5 dernières années, il y a eu aussi le crossover Batman et The Max, voilà, Arkham Dreams, qui était aussi extraordinaire. Donc pour le coup, un héros qui est quelque part déjà à la marge des années 90, c'était l'un des premiers artistes à avoir été invité chez Image Comics à l'époque où c'était vraiment que les séries des 6 fondateurs qui étaient éditées sous imprint. Donc c'est super cool que ça arrive, c'est a priori une belle édition qui se profile, c'est 5 numéros par tome, pardon, donc 7 tomes en tout, et ça tue. Découvrez The Max si vous connaissez pas, c'est vraiment, je pense, l'un des trucs les plus intéressants dans cette mode du muscle et de la violence, du côté un peu, violence psychologique, de l'agression et tout, qui sont sortis des années 90. Très bien, donc à voir quelle édition effectivement proposera réflexion, parce que eux ils font à la fois du cartonné et du souple, donc on espère que ce sera du cartonné, enfin je sais pas, ou remarque du souple, mais un souple de bonne qualité, et voir aussi avec le rapport du coup. Moi j'ai rien contre le souple. Mais moi non plus en fait, et je milite même pour surtout pour les trucs avec moins de numéros. Ouais, et puis moi je milite même pour un retour au souple de façon plus générale, pour que ce soit juste plus abordable et que les gens aient moins peur d'acheter des comics, tout simplement. Si on repasse tous au souple à 12-13 euros, je pense que ça permettra d'entraîner un petit peu. Et puis quelque part, les opérations là qui en ce moment sur le printemps des comics ou l'été des comics montrent bien que quand c'est moins cher, ça attire aussi, et pas seulement que les collectionneurs. Énorme succès, les Panini à 5 balles. Ouais, mais ça là, faut dire que la sélection éditoriale est particulièrement chouette, alors que tu verras que là pour l'été de Urban, où c'est beaucoup de Batman et de Suicide Squad, mais pas les meilleurs trucs et tout, on verra si ça marche aussi bien ou pas. J'imagine que pour les profanes, ce sera peut-être plus clairement l'achat de curiosité, mais que pour les gens qui connaissent un peu et qui savent que, je sais pas, Justice League versus Suicide Squad, c'est un peu nul. Oui, ça pour le coup, voilà, tu vois, toujours pas pourquoi ils l'ont mis dans... parce qu'il y a du Batman. C'est la pire merde, c'est inaccessible si t'as pas lu ce qu'il y avait avant, enfin... En vrai, Suicide Squad cet été, il faut. D'ailleurs, je sais pas si tu mets dans le programme le décès Round Robin, là où justement les deux finalistes sont une série Robin et une série Suicide Squad 7, ouais, bien sûr. Donc en vrai, DC a raison de faire du forcing puisque les gens les encouragent à le faire. Oui, et puis après, franchement, quand tu voyais d'autres titres qui étaient annoncés, je veux dire, il y avait même un truc Justice League Queer et tout, tu savais très bien que jamais ce genre de choses allait être plébiscité par un truc avec des votes sur. Plébiscité peut-être pas, mais sur Twitter, quoi. Zatanna par exemple aurait peut-être eu ses chances et non. Tu vois, ouais, mais après du Batman, la Suicide Squad. Ouais, bien sûr, mais quand tu regardes vraiment la façon dont ils ont fait les rounds aussi, il y avait clairement des rounds où il y avait pas de. C'est comme si tu mettais par exemple un round cinéma où tu mettais par exemple Aliens face à Alien Covenant. Tu sais très bien que Covenant l'emporterait par exemple, tu vois. Putain. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est le genre de match très déloyal en fait. Ou par exemple, t'as pas envie que ce podcast marche en fait. Non, mais par exemple, bah si, mais il marche très bien en plus. Mais par exemple, si tu mets, je sais pas, Mad Max Fury Road versus les Chipmunks dans un truc, mieux, tu vois. A priori, il y a quand même peu de chances que les Chipmunks s'en sortent. Donc, non, j'aurais dit l'inverse. Bien sûr. Donc je trouve que c'est des écureuils qui chantent. Ouais. C'est incroyable. Non, avec mais du non. vocodeur. Ouais, mais non, toujours pas. mais voilà, il y avait quelques rounds qui étaient vraiment juste assez mal faits. Puis quelque part, quand le concours s'appelle Robin Round, quelle surprise il y a de voir que le titre Robins apparaissent en finale. Donc on verra bien. Après, j'espère juste, comme dit, que toutes les personnes qui ont été qui ont dû faire des pitchs, faire des concept art et tout ça, voilà, et des pages, ont été payées. J'espère qu'il y aura des Chipmunks dans Furiosa. J'espère qu'il y en aura aussi, effectivement. Corentin, on continue avec des annonces de VF, avec une chouette annonce de la part de Panini sur des rééditions dans leur collection à Marvel Deluxe, donc les cartonnés grand format avec du beau papier épais, tout ça. Donc des séries Street de Brian Michael Bendis, notamment Alias. Oui, faut-il encore présenter Alias?
Donc le personnage de Alias, qui est un personnage qui apparaît parce que Brian Bendis ne pouvait pas faire Spider-Woman, c'était le personnage qu'il interrogeait au départ et il finira par la faire avec Alex Maleev. Personnage co-créé par Michael Gaydos. Yes. À l'époque du fameux de la fameuse triumvirate David Mack, Alex Maleev et Michael Gaydos pour toutes les séries de Bendis. C'était quand même une putain de bonne époque quand même. C'est comme ça que moi j'ai découvert les comics avec Daredevil de Bendis et les comics Marvel précisément avec Daredevil de Bendis et Alias. Et y a rien acheté quoi. Donc Alias, c'est évidemment Jessica Jones qui est une détective privée alcoolique et qui a des petits problèmes de dépression nerveuse à New York dans l'univers street des héros Moon Knight, Daredevil, évidemment, Luke Cage, forcément Luke Cage, Iron Fist et compagnie. Donc c'est l'époque où Bendis était vraiment le roi de ces trucs-là, à l'époque où il sortait justement de sa longue période Polar et compagnie. Donc il y a aussi le Daredevil de Bendis et Maleev qui arrive, Bendis, Maleev et Mack qui arrive, qui est pareil. Enfin là pour le coup, je pense que c'est tout simplement le meilleur Daredevil après celui de Miller. Il y a je pense qu'il y a débat parce qu'il y a plein de gens, tout le monde a son Daredevil préféré, hein. Mais celui de Bendis c'est juste intestable, il y a pas à chier. Et les Defenders, qui est donc une série pour le coup qui est beaucoup plus récente, c'est une mini qui avait été faite pour capitaliser sur le succès de la série Netflix. Ouais. Donc qui intègre le succès juste parce qu'il y avait une série Netflix, parce que le succès, on sait ce que ça donnait. C'était l'occasion de revoir Bendis sur ces personnages-là. Dans mon souvenir, c'était inconséquent mais sympathique pour la nostalgie. Et alors là l'artiste, je sais plus du tout qui c'était. Mais pour le coup, voilà, donc effectivement, Panini ramène David Marquez, voilà. Qui est un autre de ses collaborateurs réguliers. C'est effectivement assez logique. C'est pas forcément mon préféré, remarque, mais tout à fait. Ouais, mais il est pas mauvais, hein. Ouais, mais par rapport à David Mack. Mais voilà, c'est Gaydos, oui, c'est sûr. Ou Alex Maleev, en vrai, même Alex Maleev, tu peux pas tester Alex Maleev, quoi. Le mec, il plane au-dessus des nuages. Mais, donc ouais, c'est Panini qui fait un effort pour ramener ce truc-là, qui est quand même l'un des meilleurs trucs de Marvel des 20 dernières années. Je pèse pas du tout mes mots, mais on s'en fout parce que y a rien à dire, en fait. Bendis qui maintenant est parti chez DC, on se rappelle quand même que c'était quand même vachement bien quand Bendis était chez Marvel et faisait des trucs un peu plus burnés. Donc moi je les relirai avec plaisir. Je pense que c'est déjà assez connu, il n'y a pas besoin forcément de défendre le Daredevil de Bendis ou le Jessica Jones de Bendis, mais déjà ne pas oublier que c'est sorti et que à l'époque c'était quand même vachement bien. Ouais. Alors donc la collection Marvel Deluxe, elle est réputée à la fois pour sa, on va dire juste pour l'objet, mais aussi parce que c'est une des collections, on va dire, au rapport page-prix un petit peu la plus onéreuse. Donc forcément, il faudra sûrement faire des choix si vous voulez tout vous prendre. Forcément, moi je dirais d'abord le Daredevil et Alias, quoi, avant les Defenders. Mais c'est quand même, pour le coup, nous on essaie surtout d'être prescripteur des choses qu'il faut acheter. Par exemple, un autre Marvel Deluxe qui reprendra, je sais pas, du Spider-Geddon ou ce genre de choses-là, on vous dira, tu vois, il y a pas photo là. Là, c'est vraiment de très bonnes choses qui sont rééditées. C'est intéressant si vous lisez d'affilée le Daredevil de Brian Bendis et celui de Chip Zdarsky. Mais en fait, vous arrêtez de lire celui de Chip Zdarsky. c'est une expérience qui a été faite, qui a été reconduite par des études américaines et tout. Ils ont fait 100% des gens qui avaient 800 cobayes l'expérience, vous n'allez pas en revenir. Il y a même 20% qui ont dit c'est quoi cette merde après en lisant celui de Zdarsky. Non, par contre, c'est vrai que celui de Zdarsky est vraiment un plagiat avéré de celui de Bendis Brubaker. Il y a pas photo. D'accord. Bon. Voilà. Vérifiez chez vous. Ne me croyez pas. Très bien. En tout cas, voilà. Donc, belle sortie estivale et autre édition qui arrive cette fois du côté du Urban Comics en allant du côté de Sandman, puisqu'ils ont annoncé l'apparition des titres Death. Ouais, alors en l'occurrence, c'est pas précisé lesquels, mais ça reprend la cover de l'édition Deluxe américaine, donc c'est probablement les 2 mini-séries en 3, Death, The High Cost of Living et Death, Time of Your Life, qui sont donc 2 mini-séries qui ont été faites quasiment en même temps que Sandman en fait, puisque c'est vrai qu'à l'époque Sandman avait été créé avant l'apparition de Vertigo Comics. Rappelez-vous, Vertigo, donc c'est la boîte créée par, l'imprint créé par Karen Berger, en récupérant aussi des titres de Touchmark, qui était un imprint de comics que Disney voulait lancer, sur lequel il y avait Enigma de Peter Milligan, ce qui fait que comme Enigma a migré vers Vertigo, c'est le premier titre officiel qui a été édité chez Vertigo. Et en simultané, il y avait eu Sandman, The High Cost of Living, qui est donc l'histoire de la mort, donc qui est la déesse de la mort. J'en ai marre, c'est pas la déesse de la mort, les aliens sont des dieux et on s'en fout de toute façon. Il n'y a pas que la compréhension monothéiste de Dieu qui compte. Oui, mais alors Corentin, j'avais quand même envie de te dire un truc. C'est pas la déesse. Bien joué. Donc l'incarnation physique de la mort dans l'univers de Sandman, qui est donc la grande sœur de Morphée, et une nana très sympathique au demeurant et qui ne, justement, dont le point de départ de la série, c'est que ce n'est pas elle qui est capturée justement par le méchant britannique au début, qui se trompe, qui veut d'abord capturer Mort, mais qui se retrouve à capturer c'est bien, t'as lu Sandman du coup? J'ai commencé. Ah, pas mal. Donc du coup, est-ce que t'as lu le premier chapitre où elle apparaît? Hein?
Est-ce que tu as lu le premier chapitre? T'as entendu l'épisode avec Kat Dennings? Doucement. Oui. Ouais, bah voilà. Bah, grosso modo, voilà, c'est intéressant parce que la mort chez Neil Gaiman n'est pas une sorte de squelette en toge avec une faux. C'est plutôt une sorte de jeune nana un peu gothique, ultra sympa, inspirée par une pote, d'un pote de Neil Gaiman. Et c'est justement d'ailleurs pour la journée des gothiques que Urban avait fait cette annonce sur ses réseaux sociaux. Oui, parce que c'est vrai que c'est l'une des gothiques les plus connues et c'est un personnage qui est culte alors qu'elle a quand même très peu d'apparitions parce qu'elle a cette personnalité flamboyante, ce côté hyper candide, hyper sympa, hyper généreux, hyper lumineux, ce qui est particulier quand tu penses à la mort. Et The High Cost of Living, en fait, c'est une série qui a reçu pas mal de prix, qui a reçu le Eisner Award de la meilleure mini-série et qui est souvent cité comme un des meilleurs travaux de Neil Gaiman dans les comics puisque c'est juste la mort qui s'incarne dans un corps humain. Didi, je crois qu'elle se fait appeler, et qui va en fait aider un jeune dépressif un peu suicidaire à essayer de retrouver le goût de la vie. Et un petit peu comme Thanos, ce jeune dépressif va tomber amoureux de la mort. Donc c'est beaucoup trop bien. En 3 numéros, le mec te place quand même un nombre d'idées et de dialogues extraordinaires. Time of Your Life, pardon, je suis un peu moins fan, mais c'est tout aussi bon. Enfin, c'est pas aussi bon, mais c'est très bien aussi. La couverture est donc de Dave McKean, mais ce n'est pas lui qui dessine, évidemment. C'est Bacalo, je crois. C'est ça? C'est Chris Bacalo qui dessine? Je l'avais écrit dans l'article, Arnaud, si tu veux retrouver. Mais du coup, on se rappelle que Sandman, normalement, arrive, si tout va bien, cette année ou l'année prochaine sur Netflix, qu'il est temps un petit peu de reparler de Sandman, si tant est qu'on ait vraiment arrêté d'en parler un jour. Qu'il est temps aussi qu'Arnaud lise du coup Sandman, et vous avez vu, il a commencé comme quoi ça sert de harceler vos potes. Faites-le chez vous. Si vos potes ne peuvent pas faire un truc, dites-leur tous les jours de le faire, et un jour ils finiront par le faire parce qu'ils en auront marre que vous les souliez. N'est-ce pas? T'as du Bacalo et du Buckingham aussi. Ok, d'accord. Oui, Mark Buckingham, tout à fait. Autre grand collaborateur de Neil Gaiman. Et simplement, ces séries-là sont peut-être un peu moins connues parce que c'est vrai qu'il y a quand même 40 000 séries dérivées de Sandman. Il y a Dead Body Detectives, il y a le Mystery Theater qui est pas vraiment du Sandman, mais quand même qui s'y rapproche un peu. Ouais. Puis t'as Sandman à la plage, Sandman à la montagne. Fait des gaufres, effectivement. Ouais. Et le spin-off Sandman fait des gaufres au sucre. Et du coup, non, mais tout est bien à lire. De toute façon, Neil Gaiman, vous pouvez pas vous tromper, donc allez-y. Voilà, on y va. Du coup, salut, à la prochaine. Allez, on passe du côté de la VO. Et Corentin, j'ai envie de te poser une question. La réponse est oui. Mais qu'est-ce qu'il a encore branlé Rob Liefeld à se brouiller avec Archie Comics sur sa relance des Mighty Crusaders? La réponse est oui. Alors, il est quand même incroyable. En fait, il se brouille avec tout le monde. Mais je crois que je vais mettre à jour le papier que j'avais écrit sur lui parce qu'il y a de nouvelles histoires et tout. Et chaque année, il y a un dossier Rob Liefeld. Donc là, du coup, celui de cette année, il est sympa, tu vois. C'est plutôt une bonne fournée Rob Liefeld. C'est un peu la bonne cuvée. C'est comme le bon pinard, tu vois. Donc là, en l'occurrence, alors Rob Liefeld avait été engagé pour relancer les personnages des Mighty Crusaders, donc qui sont une équipe de super-héros qui est interne à Archie Comics, qui avait été co-créée plutôt par Jerry Siegel, le mec qui a créé Superman, avec des héros qui étaient parfois plus anciens, comme par exemple le personnage de The Shield, qui était donc le fameux personnage qui aurait inspiré la création de Captain America, qui est le premier héros bannière américain avec un motif de bouclier sur le plastron. Enfin, de drapeau américain surtout. Le bouclier aussi, du coup. Ouais, tout à fait. Après ça, il l'aura plus tard. Au départ, c'est juste son costume qui est en forme d'écu. Donc voilà, et effectivement, c'était plutôt une idée intéressante, parce que Archie est un peu en perte de vitesse. On voit qu'ils ont du mal à convertir les lecteurs de Archie Horror. On voit que les séries principales prend la flotte vraiment de ouf. Et qu'il était un peu temps, d'essayer d'aller retaper un peu du super-héros. Rob Liefeld, même si nous, on ne l'aime pas, on n'aime pas son style graphique, faut quand même dire que par exemple Snake Eyes ça a été un gros succès avec ses 40 000 variantes et qu'il a un fandom énorme aux États-Unis. Il a fait un truc chez Marvel là l'année dernière ou il y a 2 ans déjà maintenant. Major X. Ouais, Major X. Ouais, tout à fait. Qui avait cartonné aussi. Qui avait cartonné aussi. Donc effectivement aux États-Unis il a vraiment une grosse fanbase. Donc pour Archie c'était intéressant d'aller le chercher lui. Alors ce qui s'est passé c'est que en interne, il y a eu des troubles, des mêlées internes, des démêlés en fait simplement. Et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est qu'un mec sous les commentaires d'un post de Rob Liefeld sur Facebook a décidé de spoiler en fait la couverture variante du premier numéro, qui en fait révèle qu'il y a une sorte de vieux The Shield façon Cable, donc un Shield qui viendrait du futur a priori, pour en découdre avec le jeune. Et voilà, ça c'était un élément de scénario que Rob Liefeld ne voulait pas qu'on spoil, c'est pour ça que la cover en question avait été cachée à la presse et aux retailers. Et finalement, une fois qu'il a vu ça, il a un peu pété un câble et il a décidé de la reposter lui-même sur son compte Facebook. C'est-à-dire, tu vois, t'aurais pu juste demander à ce que le truc soit supprimé, ce qui est juste logique. C'est un truc qui est sous NDA, c'est un truc qui est sous copyright, donc il aurait pu le faire virer de Facebook. Il y aurait 3 personnes qui l'auraient vu, c'est les 3 followers de Rob Liefeld, et voilà, ça serait arrêté là. Mais non, il a dit, ok d'accord, maintenant que c'est sorti, tout le monde va le voir. Et il l'a reposté en disant, voilà, est-ce que c'est pas un peu le moment de s'arrêter, parce que là manifestement, maintenant que ce truc-là est gâché, moi j'avoue, j'ai pas trop kiffé le projet en plus, donc
peut-être que c'est un peu la goutte d'eau et tout. Et ensuite, il a mis à jour son post en disant que Archie Comics l'avait contacté en lui disant qu'il n'avait pas le droit de poster la couverture, qu'il n'avait pas les droits sur cette couverture-là, et que ce faisant, il était débarqué du projet. Alors après ça, du coup, bataille de communiqué de presse, Archie Comics dit que Rob Liefeld effectivement n'assurera pas la finition du numéro 1, donc de Mighty Crusaders The Shield #1. Et Rob Liefeld de son côté dit qu'il est parti, mais qu'il a aussi été viré. Donc c'est une sorte de double effet qui se coule, c'est-à-dire que lui il dit moi j'ai proposé à ce que je finisse le numéro, on m'a répondu non, ne le finis pas, et du coup j'ai démissionné. Sauf qu'en fait si on lui a répondu non, ne le finis pas, ça veut juste dire qu'il a été viré. Donc alors ça c'est intéressant, par contre c'est qu'est-ce qui se passe maintenant, parce que Archie a communiqué et a dit que le numéro emploierait bien les pages de Rob Liefeld. Donc tu peux te poser la question de mais comment c'est possible, parce que si techniquement il n'a pas fini le numéro, qu'est-ce qu'il n'a pas fini? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des pages qui vont sauter? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont proposer une fin plus abrupte? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont couper des pages au montage? Tu vois, un peu comme la Snyder Cut, on va dire. Que là, pour le coup, ils ont fait venir David Gallagher pour finir le scénario. Pas pour finir les pages, hein, c'est pas un dessinateur. Donc, c'est un cas intéressant de chaos de production, de réal viré du montage, un petit peu comme pour le film du pédophile là avec le chanteur de rock que je citerai pas pour pas aller en prison, mais vous voyez de quoi je parle. C'est typiquement, si tu veux, un truc qui est inédit, parce que c'est quand même très rare qu'un artiste soit viré en cours de numéro, mais qu'on garde quand même ses pages et qu'un mec vienne finir. Parce qu'elles lui appartiennent pas, de toute façon, c'est un travail de commande. Tout à fait, le personnage appartient à Archie depuis toujours et tout. Donc du coup, c'est encore une fois assez rigolo. Évidemment, Rob Liefeld dit ouais, bon, c'est pas grave, hein, j'en veux pas et tout. Et après, tu fais la liste et tu te dis quand même que Rob Liefeld, il a été viré d'Image Comics par ses potes, qui en avaient marre de sa grande gueule et de sa gestion du budget. Qu'il a fait Awesome Comics qui s'est planté financièrement parce que c'était banqueroute. Après ça, il s'est engueulé, enfin longtemps après, hein, il s'est engueulé avec DC et Marvel parce qu'il disait que DC faisait que du Batman et c'était n'importe quoi. Puis il s'est engueulé avec Marvel parce qu'il disait que Deadpool était pas assez mis en avant ou je sais pas quoi. En fait, le mec, chaque année, vraiment, il a ce petit moment où il s'engueule et où il claque une porte. Après, il finit par revenir parce que c'est Rob Liefeld et en fait. Notamment avec Marvel, franchement, avec Marvel, c'était vraiment en mode ouais, je claque la porte, machin, c'est mes derniers trucs et tout. Tu parles un an après pour Major X et puis maintenant qu'il y a les 30 ans de Deadpool, il fait 30 couvertures variantes et tout. Mon gars, tu l'aimes ton pognon quand même. Mais évidemment. Mais c'est ça qui est fascinant avec ce gars-là, c'est un peu. C'est un vrai ricain quand il pense à la thune, c'est tout. À une époque, je disais que c'était le Donald Trump des comics, mais en fait, Donald Trump, il est pas aussi méchant que Donald Trump. Par contre, c'est vrai qu'il a ce côté. Débile qui dit toujours une connerie, tu sais, qui est vraiment sur une connerie qui est plus grosse que lui, du coup ça dérape, il s'engueule avec quelqu'un, on dirait qu'il est dans une autre réalité, tu vois, une sorte de réalité un peu toon, où en fait tout le monde devrait adorer ce que fait Rob Liefeld et comprendre ce que fait Rob Liefeld, mais personne du coup comprend ce que fait Rob Liefeld parce que c'est Rob Liefeld, et là du coup bah quand même il a réussi à s'engueuler avec Archie Comics, tu vois, c'est quand même, enfin c'est des mecs comment dire, ils font de la merde en général, tu vois, chez Comics c'est pas des mecs qui ont un niveau d'exigence ultra élevé et tout, donc qu'il ait réussi à s'engueuler avec eux, c'est quand même un niveau assez impressionnant de partage en couilles, tu vois. Mais moi, quelque part, il me fait toujours autant rire. J'avoue que c'est toujours amusant de voir Rob Liefeld annoncer sur un truc et savoir que 6 mois après, il y aura un bail de c'était un peu bizarre quand même, le mec il était un peu bizarre et tout, on n'a pas compris ce qu'il nous voulait, etc. Et là, en plus, sur un projet de super-héros qui allait aucune chance d'aller vraiment très loin, tu vois. Donc, on verra bien si ça va quand même un petit peu. Non, ils ont annulé la mini-série. Ah, tout, oui, okay. Ils ont dit, parce que c'est une mini-série en 6, et ils ont dit, avec, tu sais, un peu comme Defender, c'est une mini-série de numéro 1, et ils ont dit, bah, ça, on va s'arrêter au premier numéro. On va faire juste un one-shot anniversaire. Donc le mec fait annuler une série avant le premier numéro, et ça, je trouve ça fabuleux. Très bien. Bon, plutôt que de parler des bras cassés de l'industrie, on se concentre maintenant un petit peu sur un joli faiseur de joyaux, Jeff Lemire, qui retrouve Tyler Crook dans l'univers de Black Hammer avec la mini-série The Unbelievable Huntings. Ouais, alors il s'était déjà croisé sur Colonel Weird Cosmagog, donc Tyler Crook qui est, alors faut-il le dire, à tes souhaits, un dessinateur extraordinaire. Les deux ensemble, c'est vraiment un super alignement de planète. Je crois que tu aimes bien Tyler Crook toi aussi. Oui. Non ouais, très bien, c'est cool. Je suis ravi de le savoir. Et donc là, en l'occurrence, c'est pour un projet dérivé qui n'est pas forcément lié à grand chose de ce qu'on a déjà vu dans l'univers Black Hammer, contrairement à Colonel Weird, où c'est l'histoire d'une nana qui crée des comics, donc qui a créé un comics avec une équipe de super-héros qui s'appelle The Unbelievable Huntings, qui va en convention, signe des numéros, etc. Et quand elle rentre à son hôtel, sur le pas de sa porte, l'attend un de ses personnages qui lui dit what the fuck is real. Et voilà, partant de là, effectivement, on va réaliser qu'évidemment, elle n'a pas inventé l'équipe, que l'équipe a existé, que c'était un truc qui a été viré de sa mémoire, etc. Le rapport auteur-fiction, The Unwritten, Animal Man,
voilà, Multiversity, The Ultra, etc. Donc évidemment, c'était quelque part logique que Jeff Lemire allait finir par en arriver là pour l'univers Black Hammer, qui depuis le début en fait mélange de la vraie vie des comics et de la vraie vie des personnages de comics, pour faire une sorte de magma métafictionnel qui est toujours à la limite de soit de l'hommage, soit de la parodie, soit du commentaire en fait plutôt historique sur l'histoire des super-héros. Donc là en l'occurrence, j'avoue que l'équipe, ça a plus l'air d'être une sorte de X-Men ou de Gen 13 ou de Teen Titans, parce que c'est des jeunes héros dirigés par un mec un peu plus âgé, un petit peu comme la Doom Patrol ou comme les X-Men. Donc moi, tu sais, de toute façon, je pense que pour l'instant l'univers Black Hammer c'est quand même un quasi sans faute. Il y a vraiment que Quantum Age qui était chiant et pas très bien dessiné, mais le reste depuis c'est vraiment très bien pris en main. Il y a rien qui est acheté, etc. Vision c'est sans oui, plus, mais c'est pas, on s'en fout de ça. C'est pas lui qui l'écrit, tu vois, c'est le principe. Oui. Voilà, il aurait pas dû d'ailleurs la faire, c'est stupide de faire d'anthologie. Non, c'est plutôt sympa, mais c'est sans plus. Non, mais de base, l'univers Black Hammer c'est déjà une anthologie en fait. Tu vois, c'est une anthologie de projets, de mini-séries en 5 ou 6. Là, c'est de l'anthologie, du coup. Exact, c'est beau. Et donc voilà, là, en l'occurrence, ça revient. Le mec est toujours aussi inspiré, trouve toujours la bonne idée, le bon artiste, surtout. C'est vrai que c'est un petit peu comme Mark Millar, tu vois. Même si t'es pas forcément intéressé par ce qu'il va te faire, t'es sûr qu'il va ramener un artiste qui va être un putain de géant, en fait. Et c'est vrai que depuis le début, Black Hammer, t'as eu Tonsi Zanjic sur Skull Digger, t'as eu Emily Enoch sur Toulouse. Là, t'as quand même Tyler Crooks, qui est pas n'importe qui. T'as eu Matt Kindt sur Black Hammer 45. Enfin, c'est vraiment extraordinaire d'avoir ça dans le présent. On dit que c'était mieux avant, etc. Je suis désolé, avant, il n'y a pas Black Hammer, donc c'est pas mieux avant, déjà. Et quand même, quel putain de génie que Jeff Lemire, qui ne veut pas lâcher les super-héros, qui continue à revenir régulièrement aux super-héros, alors qu'il aurait tous les moyens du monde de faire comme beaucoup d'auteurs indés, c'est-à-dire de claquer la porte des super-héros et de se dire maintenant je vais créer des mondes de science-fiction et tout. Ouais, après c'est ce qu'il fait un petit peu du coup, parce que ça reste un univers de super-héros. Mais il renonce pas à sa passion de la BD de super-héros. C'est-à-dire qu'au contraire justement il l'extrapole avec des commentaires ultra personnels sur par exemple Skull Digger, c'est quoi, c'est comment est-ce que moi Jeff Lemire avec ma peur de l'enfance et tout, je vois le personnage de Batman avec Robin et c'est un truc qui est juste extraordinaire, qui mérite de trôner entre DKR et Kurt Busiek avec John Paul Leon. Batman créature de la nuit. Exactement, dans les reprises méta justement de ce que devrait être Batman et ce qu'il n'est pas, tu vois. Donc c'est trop bien. J'aime bien Jeff. Donc c'est de la frappe et puis on imagine que ça arrivera forcément tôt ou tard chez Urban Comics une fois la publication VO achevé. On continue du côté du Image Comics avec un projet qui arrive, qui a l'air d'être l'une des petites dingueries de l'été en indé. Ça s'appelle Ecolands et justement donc c'est écrit par W. Haden Blackman et dessiné par G.H. Williams 3, donc l'équipe créative d'un fabuleux run sur Batwoman qui avait été avorté en plein vol pour cause d'ingérence éditoriale de la part d'un Dan Didio et de DC Comics qui ne voulait pas que des héroïnes se marient. Alors l'argument c'était oui, on veut pas qu'elle se marie, c'était quand même assez curieux que ça tombe spécifiquement sur le cas de deux héroïnes lesbiennes. Donc voilà, ça avait été mal reçu et puis l'équipe créative était partie en claquant la porte puisqu'on ne les laissait pas faire selon leur direction, alors que les SJW. Ouais, c'est ça. Alors qu'en plus c'était magnifique puisque Williams 3 c'est aussi Promethea, mais sur Batwoman son découpage, sa sens de la mise en scène, son trait, c'est limite presque plus lui l'auteur de Batwoman que Greg Rucka en fait. Quand tu regardes bien, il l'a accompagné plus longtemps, vraiment, et son trait a vraiment muté au contact de Batwoman. Clairement, de toute façon, je pense que c'était il était metteur en scène vraiment, il le faisait sûrement à la méthode Marvel, tu vois, un petit peu. C'était quand même lui qui était vraiment le storyteller d'un point de vue. Il donnait des directions, il donnait la direction de fond, quelqu'un écrivait les dialogues, quoi. Et donc voilà, donc en février 2018, quand il y avait encore l'Image Expo, tu te rappelles de l'Image Expo, Corentin? C'était sympa, quand il y avait plein d'annonces de trucs indés. C'était vraiment c'était le 3 de Image Comics. Ouais, c'est ça. Les annonces étaient là, il y a que des séries bordantes et tout. Ramenez ça. Ouais, c'était vraiment très très cool. Tu m'entends, Todd? Ramène ça. Et donc en 2018, donc il y a déjà 3 ans, ils avaient annoncé leur prochain titre en creator owned, donc qui s'appelle Ecolands, une sorte de croisement de Alice au pays des merveilles avec tout un tas d'autres imaginaires, puisque vraiment. C'est un peu, je pense que le mot Ecolands en fait évoque peut-être un monde où les imaginaires se font écho, parce que c'est pas du tout que du conte de fées justement. C'est un truc où il y a plein d'autres. Ouais, mais les Ecolands renvoient clairement au Wonderland, quoi, tu vois. Donc, ouais, mais il y a aussi, comme tu vas le dire d'ailleurs, je vais te laisser finir. Parce qu'on est donc aux côtés du petit chaperon rouge, de Hope Red Hood, donc qui en fait a dérobé une gemme magique qui appartient à une forme de sorcier tyrannique, et donc en fait va pérégriner en fait dans ces univers d'imaginaire où fourmillent les loups-garous, les vampires, les cow-boys, les dieux romains ou même les gangsters. Donc vraiment un truc vraiment qui foisonne
c'est un porno d'imaginaire, tout simplement, et qui aura la particularité en fait de se proposer vraiment sur des planches qui sont en format paysage et non pas portrait. Donc vraiment, alors je vais pas dire jusqu'à dire que c'est du format à l'italienne parce que j'ai pas les dimensions en tête, mais donc vraiment Williams qui essaie de former, de réinventer un peu son découpage tout simplement et la façon dont on peut raconter les histoires. Dans ce mode de lecture, ça va surtout permettre de faire des découpages jusqu'à 14 cases en fait sur une bande en fait tout simplement horizontale. Et il y a déjà des planches qui ont été montrées en preview et comment vous dire. Attention surprise, ça tue la gueule. Ouais non c'est dingo vraiment pour le coup et je ferai même pas de blague là-dessus parce que c'est vraiment complètement taré. Et donc ça arrive ça a mis des années à se faire et vu la tête que ça, on peut comprendre que ça ait pris beaucoup de temps. Ça a l'air absolument somptueux. Alors du coup ils ont pris le temps en fait simplement pour pouvoir sortir les trucs en mensuel vraiment quand à partir de ça démarre. Mais après j'imagine que ça dépendra aussi forcément du succès, mais que la structure ça va vraiment être de faire arc. Après il y aurait sûrement une pause de 1 an puis le deuxième arc un petit peu comme tous les titres indés qui fonctionnent bien mais sur lesquels les équipes créatives n'ont pas les moyens de tenir vraiment le mensuel pendant aussi longtemps. Et limite c'est décevant. C'est pas décevant mais j'aurais bien aimé qu'ils le fassent directement en roman graphique du coup. Ah non, si. Ça, t'imagines l'objet que ça aurait été. Mais ça le sera. Ça le sera. Du coup, mais après, peut-être que. Mais attends, mais on va déjà voir peut-être que les single issues seront aussi complètement fous, parce que. Ou alors, je trouve que ça sera nul. Non, non. C'est comme Jim Lee quand il avait fait les planches que tu dépliais comme ça pour Superman, Unchained. Ouais. Tu sais où c'était naze ça. Parce que le pari quand même est assez ambitieux, mais il faut voir comment physiquement, tu vois, si t'as un bouquin qui est large comme ça, plus large qu'à l'italienne, ça peut être aussi bizarre. Ouais, mais... Après, moi j'ai foi en Jet Williams 3, mais je suis assez quand même curieux de la proposition. Ouais, en tout cas ça a l'air complètement dingue, mais justement Image et tous les éditeurs ont besoin d'avoir des titres qui les portent et qui fassent venir les gens dans les comic shops. La BD en général a besoin d'expérience comme ça. Oui, non, mais je veux dire que particulièrement sur le modèle américain, sur le marché américain, les éditeurs ont besoin de titres qui font venir pour acheter du single issues. Donc en soi, passer ça directement en graphic novel par rapport à tout le temps qu'ils ont passé dessus, c'est juste pas un bon calcul financier non plus. Tout à fait. Donc, tu sais, je pensais tout à l'heure, tu parlais de Sin City, c'était un peu pareil, Sin City. Quand on regarde bien, Sin City, c'était vraiment un truc qui était vraiment révolutionnaire, je tiens à le dire. Parce que même si effectivement à l'époque, Frank Miller avait perdu un peu du trait qu'il avait classique, on va dire, à la Marvel, il a quand même fait un truc qui avait jamais été vu avant, qui reste encore dans l'imaginaire collectif aujourd'hui, qui a été repris, même il y a plein de trucs qu'on repris ce style-là. Genre je pense je sais pas si tu connais le jeu vidéo Mad World sur Wii U, pardon. Ouais. Par exemple, c'était vraiment un truc, le noir et blanc, les découpages et tout. Et je pense vraiment que Williams, c'est un des mecs en qui j'ai toute confiance pour justement créer ce nouveau milestone, tu vois, où on va dire ok d'accord, il y a eu un avant, un après, il y a eu ce mec qui a essayé de faire un truc qui est rentré dans l'histoire de la BD, parce que de toute façon Batwoman c'était déjà ça, les découpages de Batwoman avec la cape, qui vraiment fait le découpage, tu sais, en comment on appelle ça déjà, il y a une forme comme ça en amphithéâtre, tu vois, genre une case là, une case là, une case là, si tu me regardes pas c'est beaucoup plus compliqué, une case là, 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 autour de sa cape, et elle est en pleine page. Ouais. Déjà de base c'était extraordinaire et ça méritait justement d'avoir un format un peu plus varié pour profiter du truc. Donc là pour le coup j'ai vraiment une très grande impatience et bravo déjà en avance à Williams pour son prochain Eisner Award de dessinateur. Voilà, tu le mérites gros et il y a pas de suspense. Ouais, je pense que effectivement il y a moyen que ça se soit nommé, que ce soit primé effectivement et force à l'éditeur VF qui réussira à le récupérer. Faites-nous une belle édition aussi. Et dans l'article que tu as écrit pour Comics Blog, tu parles de Promethea. J'ai pas conscience de si ça s'est bien vendu ou pas, mais il y avait déjà plein d'expériences comme ça dans Promethea, donc si vous n'avez pas lu Promethea, même si vous n'êtes pas des grands fans du style d'Alan Moore ou de sa prose qui parfois est un peu compliqué à suivre, juste graphiquement, il y a des expériences dedans qui sont extraordinaires. Je pense au fameux pont d'infinité. Tu sais qu'il y a une page en fait, où elle traverse un pont qui est en forme de 8 et où si tu peux lire les pages dans le sens que tu veux, tout est cohérent, tout est logique et t'as vraiment l'impression que c'est une boucle sans fin en fait. Du coup c'est vraiment une page infinie. C'est un niveau de talent merveilleux, tout simplement. Eh bien, on espère que tout cela sera merveilleux. Une autre annonce également du côté de l'indé que j'avais envie juste de traiter avec toi, Corentin, c'est Ahoy Comics qui annonce une série d'humour qui s'appelle Snelson de Paul Constant et Fred Harper. Ouais, alors en l'occurrence, c'est une sorte de disaster artist, on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est l'histoire, grosso modo, d'un humoriste des années 90, donc à l'époque où il n'y avait pas tous les débats qu'on a aujourd'hui sur est-ce que l'humour peut être offensant, est-ce que un homme blanc a le droit de dire le mot en haine, est-ce que les clichés racistes, nous, on peut encore en rigoler, qui en fait, du coup, est un peu devenu has-been avec le temps, et tente un comeback en faisant une tournée justement avec des humoristes qui sont
issus de la diversité et qui sont sur un humour plus politique, plus revendicatif, plus conscient, tout simplement. Donc, c'est pas du tout une série où on peut plus rien dire, c'est plutôt une série justement qui pose la question de est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout en fait de l'hégémonie de l'homme blanc et est-ce que justement ces mecs-là qui bitchent sur le fait qu'on peut plus rien dire, est-ce que déjà depuis le début ils avaient le droit de tout dire? Est-ce que c'est pas justement le dernier souffle de la masculinité un peu moi je suis pas raciste donc j'ai le droit de faire des vannes racistes, qui est faux au demeurant. Donc c'est un sujet glissant, hein. C'est un terrain qui est très glissant, il faut voir comment est-ce qu'ils le manœuvrent. Pour le coup c'est rigolo parce qu'ils ont fait venir justement un artiste qui est un artiste de droite, un satiriste à la Charlie Hebdo mais aux États-Unis pour faire une couverture variante. Donc il faut voir comment ça interroge ces machins-là. Par exemple, je pense que c'est un mec comme Johnny Ryan, je sais pas si tu connais, c'est le mec qui illustrait les back covers du magazine Vice à une époque, qui lui pareil, il a fait des BD ultra vénères au niveau des clichés racistes, au niveau de la violence, du viol, de la pédophilie, etc. Comme même Robert Crumb à son époque. Hein. Du coup, ça peut être intéressant de transposer ça en BD, parce que c'est vrai que la BD a aussi un historique de comment la satire et la caricature permettent de justifier des trucs qui sont parfois un peu difficiles à justifier. Je viens de citer Charlie Hebdo, c'est pas forcément pour rien, hein. Donc ça peut être rigolo, ça peut être intéressant, ça peut aussi être très risqué, parce que ça reste quand même deux personnes blanches et puis même deux personnes qui sont justement dans une sorte d'establishment qui vont en parler. Mais Paul Constant, c'est aussi un mec qui justement est un gars assez engagé, assez politiquement ouvert et qui généralement aime bien satiriser le présent dans lequel on évolue, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que chaque année le débat sur la cancel culture devient de plus en plus ridicule et grotesque et toxique et nauséabond par des gens qui juste supportent pas l'idée que 3 personnes dans un parc d'attractions en Californie aient pu dire pardon que Blanche-Neige c'était cancel, etc. Un truc tout petit dont tout le monde se fout et ça monte en débat national sur 2 pays et où d'un coup tout le monde a un avis là-dessus alors que c'est un épiphénomène pourri et que en fait personne va vous empêcher de montrer Blanche-Neige à vos gamins. Il y aura pas un encart au début du film pour dire oh là là le film attention n'embrassez pas les filles de force quand elles dorment. Mais voilà, donc peut-être que ça peut être aussi un révélateur. Moi, j'avoue que tous les projets qui parlent de ça m'intéressent parce que je pense que c'est un débat qu'il faut avoir aujourd'hui parce qu'il est trop récupéré par le mauvais camp. Et donc, j'attends impatiemment de lire ceci. Et ben, on en reparlera de toute façon cet été puisque ça sort. Je suis une gauchiasse. Parce que voilà, ça sort cet été tout simplement. Donc c'est à ce moment-là qu'on en parlera. Et donc on a terminé le gros tour de l'indé en VO de cette partie comics. Et donc on va un petit peu croutonner maintenant du côté de DC qui a fait quelques annonces plus ou moins ambitieuses et plus ou moins sympathiques. Et j'avais d'abord juste envie de commencer avec les numéros FCBD qui ont été annoncés par DC. Pourquoi par eux? Puisqu'en fait DC Comics depuis maintenant une bonne année en fait a rompu ses activités de professionnels avec Diamond Comics qui était le principal distributeur, qui était, puisque ça ne l'est plus maintenant. Ils ont un peu moins le monopole depuis que justement DC les a quittés et Marvel aussi pour aller chez Penguin Random House. On vous en avait déjà parlé dans un précédent front page. Mais Diamond Comics, c'est aussi grâce à eux que le Free Comic Book Day est organisé maintenant depuis j'ai même plus la date précise du premier FCBD VO. Et donc voilà, depuis presque 15 ans, je pense. Je crois qu'on fêtait les 20 ans du FCBT d'ailleurs, c'était cette année ou l'année dernière. Donc voilà, ça doit faire une vingtaine d'années que ça existe. Et donc le Free Comic Book Day, vous le savez a priori, d'habitude c'était le premier samedi du mois de mai. Tous les éditeurs américains proposent un ou 2 single issues gratuits dans le but en fait de faire la promotion de leurs comics, d'attirer les gens dans les boutiques et de les pousser à revenir plus tard et donc simplement à devenir des lecteurs plus ou moins fidèles, plus ou moins réguliers. Donc bien sûr, cette journée est l'occasion aussi pour les comic shops de faire venir des auteurs pour avoir des séances de dédicaces, des animations. Ça s'est exporté en France il y a maintenant 5 ans je crois, ou c'était en 2014 de la première édition de mémoire, donc 7 ans d'ailleurs, du coup mes calculs sont bons, peut-être 2013 même. Heureusement que tu as un doctorat toi. En biologie, pas en mathématiques, donc ce n'est pas la même chose. Il y a une part de mathématiques dans la biologie. Ouais, mais je l'aime pas, tu vois. Je ne l'aime pas. Moi non plus. Moi je préfère Je crois vraiment que c'est 2013. Hein. Ouais, c'était 2013. Il y avait eu un podcast sur comicsblog.fr sur le lancement du FCBD France. Ouais, mais on en a même fait un après parce qu'on était partenaire média officiel, donc on en faisait un régulièrement chaque année là depuis 2018, 2019 et 2020. 2020 on n'avait pas pu en faire un et on espère pouvoir vous reproposer quelques podcasts autour de l'édition 2021 qui arrivera donc cette année le 11 septembre par chez nous et le 14 août aux États-Unis. Et donc puisque DC Comics n'est plus avec Diamond Comics, et ben quand Diamond avait fait l'annonce de tous les titres FCBD,
BD, et ben il manquait ceux de DC Comics qui les a donc annoncés plus tard en faisant un petit peu bande à part. Et donc qu'est-ce qu'on aura? Alors le premier titre, ce sera un titre Batman, un Batman FCBD spécial. Étonnant. Très étonnant en fait, qui sera simplement vraiment une sorte de truc de preview en fait pour les titres, enfin les gros axes batmaniens de l'automne arrivant, c'est-à-dire qu'on vous avait parlé de Batman Fear State, donc qui sera le prochain event dans Gotham City avec le Magistrate et le Scarecrow qui font des siennes. Et il y aura également des premières planches de preview pour le I Am Batman de John Ridley Ford et Travel Foreman. Donc voilà, donc vraiment un truc de preview sans trop d'inédit. Mais par contre, ce qui est plus intéressant, c'est le Free Comic Book Day Suicide Squad King Shark, qui donc là forcément mise beaucoup sur la Suicide Squad et sur King Shark. Pourquoi? Parce qu'il y a un film Suicide Squad qui arrive cet été et que King Shark est déjà devenu un peu le chouchou des fans avec sa prestation dans les trailers où il a l'air un peu mignon, un peu bonnet, puis il découpe des gens en deux et c'est rigolo. Et donc voilà, ce sera une histoire inédite pour le coup qui sera proposée par Tim Seeley. Tim Seeley est dessiné par Scott Collins qui a un trait en plus très cartoon, très exubérant qu'on avait vu notamment sur la série Larfleeze à l'époque qui était incroyable. Sympa la série Larfleeze. Ouais, qui était vraiment fun. Scott Collins qui avait fait aussi je crois du Justice League 3001 en alternance avec Howard Porter à l'époque. C'est bien possible. Qui était vraiment très fort. Donc voilà, il y aura ça et ça m'intéresse particulièrement. Et en plus, il y aura aussi un aperçu donc du titre Suicide Squad Get Joker de Brian Azzarello et Alex Maliv. Donc on verra bien un peu ce que ça donne puisque tous ces titres-là arriveront ensuite à partir des mois de septembre et octobre prochains, donc ou même à la fin du mois d'août. Donc ce sera plutôt intéressant. Mais alors du coup, ils vont vraiment à fond parce qu'ils sortent en fait deux autres numéros également. Il y aura un numéro, les deux qu'on a cités là, c'était les numéros pour le lectorat adulte, on va dire, et il y aura aussi deux numéros plus axés pour le lectorat jeunesse, puisque c'est ce que fait, en fait, quelque part, Marvel, tu vois, fait des FCBD que adultes, mais à côté ils ont IDW qui propose les Marvel Action, donc quelque part c'est un peu l'équivalent en fait, c'est juste que vu qu'eux ils le font maintenant, ils délèguent pas leur production jeunesse à un autre éditeur, c'est pour ça qu'on en retrouve 4. Donc il y aura un premier numéro jeunesse qui sera vraiment sur le Teen Titans Beast Boy Loves Raven, désolé pour cet accent français dégoûtant, donc de Camille Garcia et Gabriel Piccolo, qui est donc le 3e volume de la trilogie de cette équipe créative après Teen Titans Beast Boy et Teen Titans Raven. Donc c'était pas, d'abord il y avait le Raven, ensuite le Beast Boy, qui sont déjà disponibles en VF chez Urban Comics, qui sont plutôt des récits assez cool sur l'adolescence, à travers vu par le spectre donc de ces deux personnages qui vont donc se rencontrer et très certainement entamer une histoire d'amour, et donc ça il y aura une preview qui sera disponible, et sinon il y aura en fait une sorte de single issue un peu flipbook avec deux extraits de récits qui doivent venir en fait dans leur label DC Kids en roman graphique jeunesse. Donc il y a un truc qui s'appelle Batman and Robin and Howard, qui de Jeffrey Brown, qui a l'air vraiment d'être un truc très très cartoon, vraiment très typé jeunesse. Donc Howard en fait qui est un élève nord-américain qui donc sera dans la même classe que Robin, et j'imagine que ça va causer un petit peu d'acceptation scolaire de ce genre de choses. Et l'autre par contre un titre qui s'appelle Amethyst Princess of Gemworld, donc de Shannon Hale et Dean Hale, avec Asia Fulmore au dessin, et ça a l'air super joli. C'est un titre, c'est un dessin de manga un petit peu animation vraiment très connoté un petit peu, ouais c'est ça, un peu kawaii avec ces personnages avec les grands yeux et tout ça. Donc sur le personnage d'Améthyste, et ça j'espère que ça finira par arriver en VF chez Urban Kids ou chez Urban Link, parce que ça a l'air vraiment très très joli, très joliment dessiné. Donc voilà, le FCBD, ça les titres de DC ça a l'air plutôt intéressant. Alors je trouve limite que la proposition jeunesse est un peu plus intéressante, parce qu'elle peut, même si elle utilise des personnages, bon il y a aussi du Batman et Robin, ça utilise quand même d'autres personnages comme Amethyst, Raven et Beast Boy qu'on a beaucoup moins l'habitude de voir, donc c'est quand même plutôt intéressant, alors que du côté des publications plus générales, on est vraiment sur la même lancée que d'habitude, c'est-à-dire qu'on mise vraiment sur les trucs qui fonctionnent beaucoup. Corentin, on aborde aussi les sorties du Black Label, et justement ils ont annoncé du Joker encore avec The Joker Puzzle Box, qui est donc une mini-série de Matthew Rosenberg, qui grosso modo alors se veut être vraiment comme une forme de titre un peu interactif, puisque le Joker propose une énigme en fait à
au commissaire Gordon. Et en fait, les lecteurs vont devoir essayer de trouver la solution de cette énigme, de cette enquête avant la fin de l'histoire. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ils vont proposer une version numérique un petit peu en amont de la publication papier. Et dans cette version numérique, il y aura des indices en fait pour aider les gens à déceler l'enquête. Et quelque part, ces gens-là pourront ensuite aller spoiler les personnes qui auront attendu la version papier. Mais sinon, voilà, ça fait du coup 2 séries consacrées au Joker en même temps là. Ouais, après en l'occurrence c'est peut-être plus du domaine de l'anthologie déguisée, on va dire, avec un concept. Donc parce que c'est plusieurs artistes qui vont se relayer à chaque numéro avec des histoires qui, comme tu l'as dit, n'ont pas l'air d'être mêlées entre elles, mais il y a la grande trame de fond, etc. C'est ça. À la fin tout sera lié. Voilà, donc ce qui est à la fois intéressant et pas forcément très original. Enfin, je sais qu'il y a une sorte maintenant de nouvelle pas tendance, parce que c'est quand même encore assez rare, mais je pensais à You Are Deadpool ou au numéro sur Carnage. Ouais. Pareil, il y avait une sorte de livre dont vous êtes le héros. Ouais, c'était le même auteur, c'est Halloween qui avait déjà fait You Are Deadpool, qui faisait juste la petite histoire You Are Carnage. Ouais. Voilà, donc du coup il y a une sorte d'envie de faire participer les lecteurs à l'appareil créatif. C'est un petit peu aussi le cas pour Round Robin, tu vois, c'est une envie d'essayer de créer des liens de proximité entre le lectorat et l'éditeur. Moi j'avoue, Rosenberg sur le Joker, je suis pas très sûr, je sais pas. Même si c'est bien repris avec Grifter. Avec Grifter, tout à fait. J'ai toujours un peu de mal à considérer que c'est un mec qui pèse aussi fort que les Big Two aimeraient qu'il pèse. Donc faudra voir. Les artistes invités sont plutôt intéressants. Le concept a peut-être vocation à durer, donc faudra voir effectivement comment ça rend. Mais c'est un petit peu comme Batman World. J'ai l'impression que c'est une sorte de façon d'habiller les anthologies avec plus que de l'anthologie. Spoil pas, parce que j'allais en parler après de Batman The World. Hein? J'allais en parler après de Batman The World. Donc là, c'est pas grave. T'as un peu spoilé le déroulé quand même. C'est pas grave du tout. Les gens là sont. Oh, il a spoilé le déroulé et tout. Ils sont en mode genre, ah bon, ils vont parler de Batman The World? Putain, j'ai hâte. Ah, super. Tu vois, ça s'appelle du teasing. Mm-hmm. Exactement. Donc ouais, non, je pense qu'il y a vraiment une façon, comme il y a beaucoup d'anthologies en ce moment, et quelque part ils y tiennent, tu vois, avoir un numéro, un artiste, peut-être parce qu'il y a des économies d'échelle qui marchent mieux pour eux dans ce sens-là, ou que ça permet d'éviter les retards, ou je sais pas quoi. C'est pas ça, c'est que techniquement, si tu compiles les histoires dans des anthologies, tu évites plutôt que Tu évites les flics. Non, plutôt que de les imprimer sur des numéros séparés, tu fais des économies sur les couvertures. Tu évites les embouteillages. Tu fais des économies sur les couvertures. Ouais. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc il y a des économies d'échelle qui sont avantageuses pour eux. Donc voilà, c'est une façon, je te dis, de trouver un nouvelle accroche. Moi, j'avoue, le Joker, je commence à en avoir un peu plein le cul. Il y a d'autres. Le Riddler, ça aurait été intéressant, par exemple, là, puisque c'est une puzzle box. Ouais. Le Joker ne fait pas des énigmes compliquées. Le Joker fait des blagues. C'est le principe du Joker. Donc là, ce sera peut-être une enquête en forme de blague. À la fin, tout sera. Ouais, tout ça sera. En fait, il y aura le joke, Adrian. Voilà. Et la blague finale, c'est genre, en fait, non, toutes les histoires, c'est pas lié entre eux. C'est juste une anthologie. C'est ça. Et vous avez payé $5 à chaque fois. Non, mais tu vois, je trouve ça un peu con. En fait, le Joker, comme tu dis, il y a Get Joker avec Suicide Squad. Il y a la série The Joker, il y a ce machin-là, il y a eu Joker War, je commence à en avoir un peu ras la couenne du Joker, on a assez vu le Joker, là il n'y a pas de film qui justifie l'arrivée du Joker. Par contre, il y a le Riddler qui arrive dans The Batman. C'est le moment de mettre du Riddler en avant. L'année prochaine, ouais. Ouais, mais c'est le moment de mettre le Riddler en avant. D'ici l'automne, quoi. Ouais, tout à fait. Mais justement, sur Joker, c'est l'Hollywood Reporter qui affirme encore et toujours que Joker 2, que Phillips a signé pour coécrire Joker 2. Là, du coup, c'est toi qui spoil le déroulé? Non, parce que j'allais pas en parler. Tu voulais pas en parler? Bah non, parce qu'il reste tout seul à l'annoncer, et puis voilà. D'accord, ok. Je sais pas. Bah, tu veux mon avis là-dessus? Ouais, vas-y. Pas faire une suite à Joker. Ouais. Il y a rien à faire, c'est un one-shot très bien, il n'y a pas besoin de. Faites plutôt un autre film sur un autre personnage que le Joker. Façon Joker, faites un film sérieux et avec des bons acteurs sur double face. C'est intéressant. Voilà, il y a moyen de s'amuser. Très bien. Et du coup, du côté de DC Comics, on annonce également une mini-série Superman vs Lobo en DC Black Label. C'est écrit par Tim Seeley et Sarah Beatty, donc le duo à qui l'on doit déjà Money Shot chez Vought Comics et qui arrive en français chez Comics Initiative. Et c'est dessiné par Mirka Andolfo. Et du coup, Mais pas que, si. Non, c'est que. Ah ouais, okay, d'accord. J'ai pas reconnu son trait. Non, mais parce que ça dépend en fait du temps qu'elle y passe ou de si c'est elle qui l'encre ou si c'est elle qui s'encre ou pas, ou en fonction de la mise en couleur. Mais c'est vrai que parfois le style est un petit peu particulier. Mais si, quand même, quand tu vois les planches. Après, on n'a plus trop l'habitude. Enfin, toi, je sais pas, parce que tu l'as surtout lu en indé, je pense, donc tu l'as pas forcément vu beaucoup. Ouais. Chez DC, elle avait fait pas mal de bombshells, notamment. Donc, à voir ce que ça donnera. Après, c'est bien juste pour le principe. Même si je comprends pas pourquoi ils insistent un peu plus sur Lobo, parce qu'il a déjà aussi une autre mini-série avec sa fille Crush qui démarre prochainement.
Mais voilà, de voir Superman versus Lobo dans un titre, a priori, vu l'équipe créative, je pense que ce sera plutôt de la rigolade, quoi, que ce sera un peu de la parodie, ou je sais pas, avec Lobo, de toute façon, tu t'attends à ce que ce soit un petit c'est peu. rarement un truc d'être serious. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, enfin, juste, du coup, le dernier fils de Krypton contre le dernier fils de Charnia. Après, je sais pas si c'est aucun 6, peut-être que c'est Silly et BT qui avaient une idée, qui se sont dit. Ouais, mais Silly et BT, j'ai envie de dire, ils sont pas Enfin, peut-être que le pitch a plu vachement à DC Comics, mais je les voyais pas forcément arriver chez DC pour du Black Label. Après, ce qu'il faut dire, c'est que BT, pour ceux qui voient pas, du coup, c'est une sorte d'influenceuse humoristique, je pense qu'on pourrait dire ça, qui écrit des fois pour la comédie et tout. Donc Money Shot, c'était son premier comics avec Tim Seeley, enfin le premier comics point et avec Tim Seeley. Donc comme elle a quand même une très grosse communauté, là ça se compte en centaines de milliers de followers, peut-être qu'il y a un truc c'est du comics d'influenceuse, voilà. Tu crois pas forcément ça, mais je veux dire que ça a pu débloquer s'ils avaient cette idée là. DC s'est dit voilà, elle nous fera la promo parce que c'est une meuf qui pèse de ouf sur les réseaux. Peut-être qu'il y a un bail comme ça, hein, c'est voilà. Ok, très bien. Après moi je suis content, une série comique avec Superman et Lobo, je suis chaud, j'ai bien aimé Money Shot. Donc puis du Black Label humoristique, c'est vrai que c'est encore un peu inédit. Donc ouais, parce que j'étais en train de dire, il y avait quoi de parce que la majorité des titres sont sombres en fait. Sont sombres, ouais, c'est ça. Alors que là, pour le coup, c'est l'occasion de faire des blagues de cul, par exemple. T'avais le Harley Quinn, justement, t'avais le Harley Quinn de Connor et Palmiotti qui était un peu moins sombre et qui était plus dans ce côté. C'était juste une suite, il y avait juste c'est le même truc avec des fucks. Hein. Oui, c'est ça. C'est littéralement la suite de la série avec des fucks. Donc, mais ouais, enfin, c'est cool. Et puis voilà, du Black Label en général, pour l'instant, ça a pas trop démérité. Oui. La plupart des trucs sont quand même de bonne qualité. Ils ont l'air de foutre la paix aux artistes. Donc, puis il n'y a pas de Joker. Donc, je suis content, tu vois, par exemple. Il y avait Joker Killer Smile quand même. Ouais, mais là, dans cette série, oui, d'accord, oui. Tu vois. Très bien. Content, du coup. Très bien. Et donc, on finit justement le tour des annonces de DC et cette partie comics avec l'annonce de Batman The World. Quoi ? Une grosse anthologie. Je l'avais spoilé. Mondiale. Bah ouais, complètement. Non, tu l'avais teasé. Avec donc des équipes créatives qui viennent de 14 pays différents et donc qui arrivera au mois de septembre prochain avec une édition simultanée en VF. Il y aura pas d'attente parce que c'est vraiment l'idée de célébrer quelque part. Ça arrive juste avant le Batman Day, parce que ça arrive le 14 septembre alors que le Batman Day c'est le 18 septembre. Donc vraiment, ça arrive pile poil pour ce moment-là, avec grosso modo un Batman qui va un peu globe-trotter. Hein ? Globe-trotter. Bah c'est ça, en fait, il réfléchit un petit peu dans Gotham City, il fait quand même, j'ai vachement bourlingué dans le monde et tout ça, et donc en se remémorant ça, ça va permettre à 13 autres équipes créatives différentes. Batman Inc. Ouais, c'est ça. Non, mais grosso modo, t'as la première équipe, c'est Brian Azzarello et Lee Bermero qui s'occupent donc de l'histoire qui se passe aux États-Unis, et puis après, du coup, c'est des équipes différentes pour tous les pays, et donc, en France, on a Mathieu Gabella et Thierry Martin qui s'occuperont de l'histoire, avec Thierry Martin qui signe du coup une couverture exclusive pour l'édition française, qui est un joli hommage à Batman Year One de Mazzucchelli, où on le voit justement, le Batman qui est avec le faisceau de la police se projeter, et derrière il y a le tableau de la Joconde, puisque so français et so French, c'est ça, c'est encore plus Frenchy French que la prestation là de l'Eurovision. Voilà. Donc, mais big up à Barbara, je trouve qu'elle s'est pris beaucoup de haine de la part des influenceurs ciné. Donc, pour revenir dessus, c'est rigolo que ce soit Azzarello et Bermero qui ouvrent le truc aux États-Unis, puisque c'est quand même, ça fait forcément penser à Batman Europa, qui était donc 4 numéros avec 4 artistes différents, à travers l'Europe. T'avais Rome, t'avais Prague, t'avais Paris. Non, si, t'avais Paris. Et puis t'avais Londres, je crois, je sais plus. Mais grosso modo, je sais plus. Donc voilà, là, comme je disais, c'est une façon d'habiller l'anthologie. Encore une anthologie Batman. Putain, c'est original. Ouais, mais c'est directement en album, donc il n'y a pas de. Je m'en fous. Bon, enfin. Non, mais ils font chier, putain. Bref. Il y a trop de Batman, sans déconner. Batman Inc., tu connais, il a déjà fait un tour du monde, Batman, il n'y a pas besoin. Oui, mais là, c'est encore différent parce que c'est pas de présenter des Batman d'autres pays, mais d'avoir Batman dans les pays des équipes créatives directement concernées. C'est-à-dire que le Batman russe est écrit et dessiné par des Russes, que le Batman tchèque qui sera écrit et dessiné par des Tchèques, et tout ça, qu'il y aura même un Batman japonais du coup écrit et dessiné par Jiro Kusawa. Non, du coup pas Jiro Kuwata, pardon. Non, il est mort en plus. Oui, je sais. Salaud. Il y a déjà un Batman japonais. Oui, mais c'est Jiro Samu. Oui, mais c'est quand même pas pareil, quoi. Non, mais je sais, c'est juste le forcing qui me fatigue. Après, big up aux artistes français qui ont pu dégoter ce contrat. J'espère que ce sera bien, j'espère que ce sera varié. J'espère que Thierry Martin, je pense que tu vas apprécier. Hein. C'est vraiment cool. J'espère qu'ils auront la place de faire un truc qui sera pas justement une sorte d'image d'Épinal de chaque pays. Et voilà, enfin tant mieux, quelque part, faudra voir un petit peu comment les artistes et les équipes créatives ont la place de développer des histoires un peu fournies. Moi, j'avoue quand même un petit peu, j'en ai marre des anthologies, j'en ai marre de Batman.
Bon, il y a trop de Batman. Il y a trop de Batman. J'en ai marre de Batman. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre dans ce podcast? Il y a trop de Batman. Non, mais par contre, moi, j'ai une vraie question à te poser, Corentin, puisque c'est quand même un titre. Oui. Non, bah non, justement, la réponse n'est pas oui. C'est un titre qui s'appelle Batman The World. Donc, c'est une anthologie qui doit un peu célébrer Batman par des équipes créatives venues des 4 coins du monde. Alors, j'ai une question pour toi, Corentin. Top. Je suis le continent qui n'est pas représenté dans l'anthologie Batman The World. Je suis. La réponse est l'Afrique. Oui. Ouais, surprenant. Alors que pour l'instant, c'est marrant, on en parlait avec Beaujouan qui nous disait qu'il y avait vraiment une sorte de Nollywood de la BD actuellement au Nigeria, je crois d'ailleurs. Donc c'est bizarre effectivement, plus surtout qu'il y a quand même des artistes. Là, je peine à en citer, mais ils ont essayé de faire un effort justement pour intégrer plus de. Dark Horse avait notamment ramené les Unique Books. Exactement, mais ça c'est encore assez récent. Mais je pensais plutôt au fait qu'ils essayent d'intégrer des artistes et des scénaristes noirs depuis quelques années maintenant pour faire de la place. C'est souvent noir américain, quoi. C'est plus que vivant réellement dans un pays d'Afrique. Mais je pense que peut-être que le marché de la BD est pas aussi gros pour le lecteur plutôt que les créateurs sur place, et que tout simplement ils ont peut-être un peu de mal à imaginer qu'il y ait un terreau pour vendre à ces artistes, à ce public-là. Ouais. Mais c'est vrai quand même que des centaines de millions d'individus qui sont comme ça gommés de la cartographie Batman, je trouve ça un peu bizarre. Il y a un Batman australien ? Pas australien, je me rappelle plus. Non, je crois pas qu'il l'ait fait. Comment s'appelle, néo-zélandais ? Est-ce que l'Océanie est représentée, Arnaud ? Ah, c'est vrai qu'il y a aussi l'Océanie peut-être, effectivement. Est-ce que l'Antarctique ? Mais après, vu que l'Australie, c'est des ricains qui. Il y a Batman avec des pingouins et des manchots. Non, mais c'est vrai que l'Océanie n'est pas représentée non plus, alors du coup. Ah ouais mais pas un petit Tom Taylor, non ? Je sais pas. Oui, mais Tom Taylor, c'est un mec sympa. Hein. République pas tchèque, très connu, mais... Turquie, Mexique, Mexique, Brésil. Non, je savais qu'il y avait. Après, l'Amérique du Sud, c'est trop facile. Il y a 40 artistes. Il y a la Corée, mais la Corée, non, c'est en Asie, c'est pas en Océanie. Chine, ils ont trouvé des artistes chinois. Je sais pas si du coup ils vont devoir faire avec la censure du pays par rapport à oui. S'ils veulent le vendre sur place, il faudra bien. Hein. Russie également. Pareil, la censure. Japon. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas d'Océanie, du coup j'étais mauvaise langue. Voilà, il n'y a pas que 2 continents, aussi, donc DC fait un doigt à plus d'1 milliard de personnes. C'est comme ça qu'on va terminer cette partie Comics Corentin, et on va aborder tout de suite la partie série télévisée avec une petite annonce là qui nous parvient plutôt cool de la part de Netflix qui fait une série d'animation qui s'appelle Mech Cadets, qui est donc une adaptation des comics Mech Cadet You qui Mech Academy, tu veux dire, voilà. La série animée. Hein ? La série animée ne s'appelle pas Mech Academy ? Non, Mech Academy, c'était le titre français du coup, qui est lorsque les comics avaient été importés en VF dans Feu, le label Paperback de Casterman. C'est un titre donc de Greg Pak et de Takeshi Miyazawa, qui grosso modo est un mix entre Pacific Rim et Harry Potter à l'école des sorciers, puisque grosso modo on t'explique dans un monde que des extraterrestres envahissent la Terre. Donc c'est une école de kaiju. Ça, c'est une école de Jaeger, je veux dire. Ouais, c'est ça. C'est ça, voilà. C'est hyper bien. Non, mais en vrai, c'est je sais, je l'ai lu en plus. Bah oui. Je veux dire, tu Harry Potter et Pacific Rim, ça va, il y a plein de mangas qui sont des mangas sur les écoles de mecs, tu vois. Je sais pas si tu connais Evangelion. Tu connais pas Evangelion ? Oui. C'est super bien. Hein. Oui, bon, c'est un peu le Sandman japonais. Si on peut plus faire de marketing facile, quoi, tu vois, c'est ça. Non, mais oui, c'est vrai que du coup, c'est Evangelion aussi, quoi, mais en moins sombre quand même, parce que Evangelion, c'était quand même particulièrement, c'est des adolescents plutôt joyeux, alors que Evangelion, je me rappelle quand même que c'est Shinji qui. Ouais. Tout à fait, qui était un peu en dépression nerveuse pendant tout le manga. Ça. Je me rappelle que c'était pas la lecture la plus agréable de mon adolescence. Mais donc, voilà, donc il y a des kaiju qui arrivent de l'espace. En réponse, en fait, il y a aussi des robots géants qui arrivent de l'espace et qui, si tu veux, en fait, choisissent un être humain pour être piloté. Et en fait, dans cette Mech Academy, dans l'école de formation de ces pilotes, le fils de la concierge, en fait, il rêverait d'être un pilote. C'est un peu le Sacha de Pokémon, tu vois. Il rêverait d'être le meilleur pilote et parcourir la Terre entière. Mais il n'est pas de sang royal et tout. Enfin, il n'a pas la caste sociale. Donc, a priori, il est juste condamné à récurer les boulons de ces robots. Sauf que... Comme dans Bienvenue à Gattaca.
Ouais. Sauf que un beau jour, un robot va le choisir envers et contre tout, et donc du coup il va être un peu c'est pareil. C'est pour ça que je dis Harry Potter, c'est parce que c'est vraiment le moldu, enfin le mec, le paria qui a pas été élevé par les sorciers, mais qui se retrouve intégré dans l'école et qui est un peu, voilà, au début qui est un petit peu à part. Là c'est pareil en fait. On apprend qu'il est le plus doué, alors qu'à la base personne ne veut forcément de lui. Et donc c'est super bien. C'est en 3 tomes chez Paperback. Donc du coup, vu que le label s'est arrêté, je sais pas si c'est possible de les trouver facilement, parce que ça va être un très beau comics. J'ai un petit peu juste peur de la patte graphique, parce que c'est toujours leur studio d'animation en 3D un petit peu chelou qu'ils ont déjà utilisé, j'ai l'impression, pour en fait non, c'est pas eux, du coup, non, rien à voir. Non, en fait, c'est Pacific Rim Black. Oui, c'est Pacific Rim Black, en fait, donc ce sera peut-être mieux. J'ai pas encore regardé. Non, c'est 3D aussi. Enfin, c'est 3D mix 2D, mais c'est des aplats 2D sur de la 3D. En fait. D'accord, ouais. Donc c'est pas très jojo. Moi, j'avoue, je suis pas très. Enfin, je suis content si ça met ce bouquin-là entre les mains des gens, ou si ça motive Casterman à faire une réédition éventuelle. Non, ça non, le label est mort, ça n'entraînera. Ouais. Bon, je suis quasiment sûr. Sur les kiosques, quoi, si vous nous écoutez, Casterman. Mais voilà, après, derrière, moi, le côté animation 3D avec des monstres géants et tout. Déjà, je suis pas très fan quand les Japonais font ça. Je pensais notamment à Knights of Sidonia, qui est un super animé. Ouais. Mais d'ailleurs qui est très bresson aussi, mais qui pareil, il a des scènes de combat en putain de 3D ou 3D avec aplat encore une fois. Et non, stop quoi. J'ai revenez à putain de Gundam. Le film Gundam Charge Counter Attack, ça reste des combats de Jaeger, ou plutôt de mecha dans l'espace avec de la vraie 2 dimensions, des dessins qui bougent, et ça y a rien de mieux, putain de merde, pour adapter en plus de la BD, c'est ce qui est le plus logique. Mais ça coûte moins cher de faire de la 3D, donc la preuve avec ces trucs là, comment ça s'appelle, la dernière série animée de Ghost in the Shell. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'on revienne un peu à la 2D reine et qu'on arrête de faire de la 3D, même si c'est moins cher. Comme pour la série Castlevania, tu vois, Castlevania qui est très jolie. Tout à fait. Qui a des problèmes d'animation de temps en autre, mais non, c'est hyper chouette. D'accord. C'est saccadé par moment, mais c'est vraiment très très chouette en termes de DA. Ensuite, Powerpuff, il y a du micmac pour le reboot en live action de cette série, puisque le pilote doit être retravaillé. C'est un pataquès, c'est un tohu-bohu, un charivari. Bref, il y a du micmac. Ça m'a tué. Ouais, alors, ils ont fait le pilote, ça a pas plu. Du coup, il faut retourner une partie du pilote parce que ça a pas plu. Alors, je sais pas trop pourquoi, parce que c'est quand même surprenant. Tous les acteurs principaux, les actrices plutôt principales et Donald Tyson restent engagés selon TV Line. Donc, ce qui se passe. Ce que j'avais lu, c'est je crois que c'était encore pas assez ancré dans le réel. Du coup, et que du coup, ils voulaient quelque chose qui soit encore plus grounded, ce qui est un contresens total avec la série qui est complètement loufoque. Ouais, oui, je comprends pas trop le truc. Après, c'est Berlanti Prod, hein, c'est quand même les mecs qui ont pris qui ont lu Archie Comics et qui se sont dit, dis donc, c'est pas mal, mais s'il est tous une dépression nerveuse, ce serait trop bien quand même. S'ils étaient dans des sectes et tout. Si, ils baisaient il y a 14 et 15 ans et ils passaient leur vie à juste se dire tu m'as trahi, t'as tué machin. Ils faisaient du trafic d'êtres humains aussi, non? Il y a pas Non, mais il y a des bails sombres dans Riverdale. Ça va très très loin. Les aliens et tout, bref. Donc pour revenir à. C'est même pas une blague. Donc pour en revenir à ça. Effectivement, c'est compliqué de savoir ce qui a merdé. Si c'est juste une question d'ancrage dans le réel, j'avoue que je comprends pas trop parce que. Comme je le dis à chaque fois, Super Nana, c'est pas ancré dans le réel, c'est le principe, c'est pour ça que c'est bien, c'est une parodie des super-héros des années 60, avec 3 petites gamines et un esprit justement très American manga, très taré, loufoque, absurde, auto-volontairement parodique. Genre le méchant principal s'appelle quand même Mojo Jojo, tu vois, c'est ce niveau-là de parodie. Moi j'imaginais peut-être que le style de Diablo Cody, qui est quand même une nana qui écrit des scénarios avec justement, comme on le disait tout à l'heure pour... Superman versus Lobo aime bien les blagues de cul un peu premier degré, aime bien mettre justement des dialogues un peu hargneux dans ses personnages. Peut-être que c'est ça qui a coincé. Après, j'avoue que ça m'étonnerait un peu parce que quand même Titans, il y a quand même de la vanne un peu... Pas de la vanne. Plutôt, il y a des répliques un peu vénères avec des gros mots et tout, donc je sais pas trop. Ouais, mais Titans, c'est pas le CW, frère. Oui, mais c'est Berlanti Prod. Tu vois, c'est les mêmes personnes. Oui, mais c'est les mêmes personnes dans la production, mais c'est pas le même canal de diffusion, donc forcément, c'est pas les mêmes exigences. Mais c'est comme Riverdale, tu vois, c'est prendre des personnages qui fonctionnaient justement comme un truc teen movie, un peu. Bon, les Titans ont été un peu dépressifs parfois, mais c'est quand même généralement assez léger. Il y a quand même un truc un peu bande de potes, équipe de super-héros, on y va et tout. Et Titans derrière, c'est dépressif, ça te parle de problèmes sexuels, ça te parle de beat flasque et tout. Donc. Et Riverdale, c'est la même chose, donc peut-être que les mecs se sont dit c'est pas encore assez déprimé, c'est pas encore assez noir, c'est pas encore une affreuse parodie de tout ce que tu peux imaginer de pire quand tu prends un truc pour enfants pour en faire un truc déprimé. Donc si c'est juste ça, j'ai envie de dire que je suis encore moins impatient que je ne l'étais, ce qui est quand même assez compliqué, parce que je pensais déjà être pas du tout impatient. Ouais. Donc voilà, on va voir.
Mais c'est marrant d'ailleurs de voir un peu. Faut voir si ça se fait déjà. C'est pas sûr qu'ils le valident après. Oui, bien sûr, parce que d'ailleurs ils ont abandonné la série Painkiller, là, le spin-off de Black Lightning. A priori, le backdoor pilote a pas très bien fonctionné. J'ai entendu personne s'en plaindre de ce projet de série. Du coup, de se plaindre de l'annulation du projet de série. Donc, mais c'est marrant de voir un peu le truc croisé entre Berlanti Prod qui essaie de traumatiser tous les trucs un peu bon enfant, alors qu'à côté t'as Netflix qui essaie de d'édulcorer tous les trucs un peu brossons. Donc c'est vraiment, les gars, mettez-vous d'accord, je sais pas, inversez vos productions et puis peut-être qu'on arrivera à quelque chose de sympathique où tout le monde sera content. Jeremy Irvine, je sais pas comment ça se dit, est annoncé pour être le Alan Scott de la série Green Lantern d'HBO Max. Tant mieux pour lui. Je sais pas trop ce qu'il a fait. Je suis content parce que c'est Alan Scott. Non, par contre, c'est vraiment sans ironie. Parce que effectivement, moi, encore une fois, je suis pas très chaud pour une série Berlanti Prod sur Green Lantern parce qu'il faut quand même des gros moyens. Il faut simplement aller chercher des bons studios d'effets spéciaux. Il faut un truc qui fasse pas de chips, ce qui est quand même très compliqué. Genre Hollywood avec 200 millions, enfin Martin Campbell avec 200 millions ont pas réussi, donc on va voir. En plus, il y avait déjà Berlanti à l'époque qui était à la coécriture. Non, Kreisberg, je crois, je sais plus. Enfin, un des trois. Ou Guggenheim, un des trois. Donc, pas forcément chaud. Par contre, c'est vrai que le concept de faire une série qui court sur plusieurs décennies avec une double narration et Alan Scott dans les années 40 et Guy Gardner dans les années 80. Ouais, ça peut être cool. C'est assez ambitieux. Ça peut être l'occasion justement de varier un peu les styles et les tons. S'ils reviennent justement sur pourquoi. Connaissant Berlanti, qui est un mec qui quand même fait beaucoup d'activisme pour les héros LGBT depuis le début de sa carrière, de toute façon, ça a beaucoup énervé plein de gens, mais c'est cool que ça existe en tout cas pour ça. Alan Scott, justement, je le verrais bien comme une sorte de Mad Men, on va dire, où ce serait le super-héros gay dans un monde de super-héros hétéro, parce que c'est vrai que à coup de retcon, c'est un peu devenu ça maintenant aujourd'hui. Donc ça pourrait être super cool de ce point de vue-là. J'ai toujours pas foi dans les effets spéciaux. Ils ont ramené Lee Toland Krieger pour réaliser le pilote et le deuxième épisode, ce qui signifie probablement que les deux seront un double épisode, grosso modo. C'est le mec qui a fait le pilote de Riverdale. Je l'ai dit dans l'article parce que c'est pas une vanne. J'aime bien le pilote de Riverdale, qui a fait le pilote de Superman et Lois, qui a fait le pilote de... Qui est vachement bien. Ouais, tout à fait, de Deadly Class. Donc c'est un mec qui fait quasiment tous les pilotes, ou en tout cas un tiers des pilotes des séries Berlanti, et qui généralement sont de plutôt bons épisodes. Donc la série, pour l'instant, j'ai plus de voix, pour l'instant, il y a pas forcément, les voyants sont au vert, j'ai envie de dire. Pour le moment, merci Arnaud. Arnaud me fait un pouce en l'air parce que là vous ne le voyez pas, mais il bronze, il est complètement allongé, il ne me regarde plus, il a les yeux fermés et là il hoche la tête de désespoir et son micro du coup ne capte pas ses petits rires enjoués. Oui, non. Voilà. Mais du coup les voyants sont plutôt au vert et même si je suis pas du tout confiant pour une série Berlanti sur les Green Lantern, jusqu'ici je vois à peu près vers où il va aller et ça me va plus ou moins. Très bien. J'accepte le contrat. Et du coup, un dernier point sur cette partie série télé. Qu'as-tu pensé donc du casting fabuleux, gargantuesque qui était dévoilé pour la série The Sandman de Netflix? Ouais, alors j'ai pas la liste sous la main, donc ça va être un peu compliqué, il va falloir que tu m'aides. Oui. Mais alors, dans cette liste, qui encore une fois a irrité beaucoup de gens, vous êtes tellement surprenants les frérots, il y a donc effectivement un appel à la diversité, parce que c'est vrai que quand même que les comics Sandman sont très dans l'hétéronormativité blanche, on va dire. Donc là, effectivement, il faut un effort pour moderniser un peu, ou plutôt pour coloriser un peu le casting. Particulièrement, ce qui a agacé les gens, c'est le personnage de Death. Ouais, qui est interprété par Kirby Howell-Baptiste. Tout à fait, voilà. Donc il y a une actrice que j'ai pas vue dans grand chose, donc je ne saurais pas dire si elle est bien ou pas bien. En tout cas, Neil Gaiman, lui, dit que c'est le meilleur choix et qu'il a vraiment eu un coup de cœur pour elle. Effectivement, ça peut, j'imagine, choquer. Enfin, en tout cas, moi, si tu veux, je comprends que les mecs qui justement espéraient que Death soit adapté, en tout cas graphiquement, fidèlement, parce que tu peux adapter finalement que ce soit Kat Dennings, quoi, grosso modo. Oui, j'aurais bien aimé que ce soit Kat Dennings, mais il y a plein d'autres actrices qui auraient pu jouer Death, hein, c'est pas la question. J'imaginais pas qu'il ferait un copier-coller du casting de l'adaptation audio, parce que simplement les acteurs coûtent beaucoup plus cher, c'est des acteurs de cinéma pour la plupart. Mais ça peut être intéressant. Comme il est dit, j'ai fait un thread là-dessus sur Twitter, comme il est dit dans les séries de Sandman, les personnages des Endless, donc les dieux ou incarnations de concepts abstraits, ne sont pas bornés à une existence physique prédéterminée. Unique, ouais. Dans Sandman 9, Tales from the Sand, Morphée est noir, tout simplement. Donc, et même Neil Gaiman n'arrête pas de le répéter à tout le monde, c'est que si des gens croient que les personnages d'Endless ont une incarnation physique précise, c'est qu'ils n'ont pas lu Sandman. La preuve, même Morphée change d'apparence dans la série à plusieurs reprises, et à la fin il est... c'est soit qu'ils n'ont pas lu, soit qu'ils n'ont pas tout compris ce qu'ils ont lu en fait. C'est ça. Bon, pour ceux qui ont lu Batman Metal et que vous voyez par exemple le Sandman blanc, ça vient justement, c'est pas une invention de Snyder, c'est une invention de Neil Gaiman. Les personnages peuvent évoluer graphiquement, donc c'est cool. Après il y a quand même un casting qui est assez impressionnant, il y a pas mal de gros noms de l'art dramatique britannique. Donc là c'est là qu'il faut que tu m'aides pour notamment le personnage joué par Remus Lupin dans Harry Potter. L'acteur s'appelle Remus Lupin, c'est David Thewlis. Voilà, David Thewlis. Donc ça pour le coup, voilà,
enfin une vraie référence à Harry Potter, Arnaud. Donc un mec qui est aimé de beaucoup de gens. Il y a Stephen Fry, quand même, putain de légende. Et d'ailleurs acteur dans V pour Vendetta, rappelez-vous. C'est le mec sympa qui travaille avec Nathalie Portman. Il y a Jenna Coleman qui jouera Johanna Constantine. Donc là, encore une fois, ce n'est pas un gender swap. C'est un personnage qui vient bien des comics Sandman, qui est donc l'ancêtre de John Constantine et qui était aussi exorciste et que Morphée croise dans le passé. Parce que Morphée est immortel, donc il croise plein de gens dans le passé. Sauf qu'a priori, elle aura aussi des bails de longévité qu'elle sera également utilisée dans le présent. Qui du coup justifierait que tu peux te passer de Constantine pour la remplacer par Jenna Coleman. J'ai quand même vu peu de gens s'énerver. On a eu un mec qui est venu nous casser les couilles avec ça, mais grosso modo, Jenna Coleman, elle a le passe-droit de cette actrice blanche et bonne que j'aime bien. Du coup, il y a beaucoup moins de relous qui s'attaquent à ça, mais il y a quand même des relous qui s'attaquent à ça. Et le personnage de Desire, qui du coup, Endless, qui représente le désir, en fait, simplement, qui sera incarné par un ou une actrice non-binaire. Donc, quelque part, c'est en accord avec les convictions de Neil Gaiman. On rappelle quand même que c'est le créateur des comics qui écrit l'adaptation et qui est au bord du casting, qui a choisi ses vedettes les unes et les autres. Donc, c'est un prolongement de Sandman, ce sera pas une adaptation directe. Forcément, il y aura des changements, forcément, il y aura des tricheries. Il l'a déjà dit, c'est impossible d'adapter Sandman fidèlement et avec les moyens d'une série télé. Donc il faut le voir comme pour Invincible, comme une version complémentaire, une relecture, une modernisation éventuelle, où il pourra éventuellement corriger ou même adapter, ajuster ce qu'il aura envie de dire dans le présent par rapport à cet univers-là qu'il a créé. Moi je trouve ça quand même super cool, le casting a l'air quand même assez quali, assez complet, assez varié. On a Patton Oswalt, évidemment, parce que Patton Oswalt est toujours là, tout le temps. Il est tout le temps là. Et il jouera Matthew Cable, alias Matthew le Corbeau, personnage très important de la série The Dreaming. Donc dans l'ensemble, ça a l'air quand même assez riche, assez complet. Il y a quelques têtes d'affiche vraiment impressionnantes. Comme pour la série Green Lantern, je ne suis pas favorable à l'idée qu'on adapte le Sandman. Pour moi, c'est d'abord une bande dessinée. Il n'y a pas besoin de faire l'adaptation de Sandman pour le faire kiffer. Mais quitte à le faire, je trouve qu'encore une fois, les voyants sont au vert. Il n'y a pas forcément de raison de s'inquiéter. À part pour David Goyer qui sera à la coécriture. Gaiman a l'air super investi. C'est vraiment son projet. Pardon, comme Good Omens était son projet. Après, on peut discuter sur la qualité de scénariste de série télé de Neil Gaiman, qui forcément, il est d'abord écrivain, il est d'abord scénariste de comics. C'est pas forcément le mec qui a révolutionné l'industrie de la série télé. Mais c'est quoi, je suis désolé de le dire à ceux qui ça énerve, c'est pas un mec qui est dans le camp de la droite ou du on peut plus rien dire. C'est un mec qui, quelque part, justement, est aussi à l'avant-front des transitions du présent. Et évidemment que ces séries lui ressemblent. C'était déjà le cas avec American Gods, qui mettait plein de sujets politiques en avant sur les Noirs, sur l'histoire des natifs américains aux États-Unis. Donc, allez vous faire foutre si vous n'êtes pas content, tout simplement. Et pour ceux qui sont contents, ça veut pas forcément dire que la série sera bien pour autant. Ça veut juste dire qu'elle sera la série de Neil Gaiman, et c'est déjà pas mal pour une adaptation. Quand on voit par exemple Sweet Tooth, on peut quand même se dire que c'est bien que les scénaristes de comics aient la main sur leur projet en série télé. Ouais, en se demandant vraiment quelle sera l'implication, faudrait que j'aille revérifier l'implication de Jeff Lemire, parce que techniquement, j'ai quand même envie de dire, parce que tu vois, ceux qui sont contents de l'adaptation de Netflix, j'aurais aussi envie de leur dire, allez vous faire foutre. Enfin, j'ai plus envie de dire, allez vous faire foutre à ceux qui ont fait l'adaptation de Sweet Tooth, mais on en reparlera dans un prochain podcast. Là, à l'heure actuelle, on enregistre, je n'ai vu que 3 épisodes sur 8, et ben voilà, quoi, je sens que je vais encore partir en duo avec Splinter pour en parler, et ça me déprime un petit peu. J'espère que je pourrais peut-être venir. Oui, j'espère, j'aimerais bien. Peut-être. Prends ça d'effort. Les épisodes sont moins longs quand même. C'est plus, il y a. Quand le mec essaie de m'appâter, ça va passer super vite, t'inquiète pas. Ouais, t'as plein d'épisodes d'une demi-heure seulement, donc c'est plutôt cool que ça. En plus, quand même. tu peux jouer un jeu en même temps, t'inquiète pas, tu rattrapes. Ouais, c'est ça. Allez, on termine avec une petite partie cinéma. Alors, Dwayne Johnson, en plus d'être Black Adam, sera la voix de Crypto dans le film d'animation Super Pets, dont on réentend un petit peu parler. Ça fait plaisir. Ouais, enfin, ça fait plaisir, oui, ça fait plaisir. Moi, ça me fait marrer, écoute. Ouais, non, mais tant mieux. Non, mais tu vois, en fait, tu vois que clairement le mec il est vraiment dans les bails de DC Warner alors pas que pour le projet Black Adam, mais que vraiment il est là pour s'imposer en tant que mec bankable sur cette. Bien sûr, ça c'est acté maintenant. Ça y est, c'est l'un des mecs qui vend le mieux à Hollywood et tout. Et il a toujours cette espèce d'autodérision que je trouve assez marrante chez lui. C'est un peu ce qu'il sauve de tous les films pourris qu'il a fait ces dernières années. Où je sauve vraiment que Jumanji, moi, dans ce qu'il a fait de récent, qui était d'ailleurs déjà une œuvre méta, puisqu'il jouait The Rock, il jouait le personnage de The Rock interprété par un autre mec. Donc là, effectivement, il joue Crypto. Donc les Super Pets, pour ceux qui voient pas, c'est une équipe de super-héros animaliers, qui sont donc les différents animaux de compagnie des personnages de DC Comics, qui a été créé donc pendant le Silver Age, à l'époque de la mode des super animaux, qui a été lancé par Archie Comics, où il y avait le lapin, le tigre et tout. Donc je sais pas s'ils ont déjà casté Comet, le fameux amant zoophile de Supergirl, mais ce sera rigolo si... Le poney. Lisez le bouquin d'Octavie Fournier si c'est pas encore fait sur les super-héroïnes et Supergirl.
Donc, il jouera Crypto, donc Crypto c'est quand même le plus connu, je pense, c'est donc le chien de Superman qui est un chien kryptonien, ça n'existe pas dans le canon, mais ça existe quelque part dans un coin de l'imaginaire bizarre des auteurs, qui est donc le héros des Super Pets, qui a eu droit à sa propre série animée, Crypto, le super chien, avec Ace, le super chien, et Isis, la cat, parce que c'est pas Catwoman, ou la Woman Cat peut-être, tu peux dire ça comme ça, mais épisode extraordinaire. D'ailleurs, retrouvez l'épisode où il y a Isis et Ace, où en fait Ace, donc le chien de Batman, parle vraiment comme Batman, et Isis, le chat de Catwoman, est vraiment comme Catwoman, et c'est beaucoup trop mignon. Donc voilà, c'est juste pour ça que moi j'attendrai ce film, c'est parce que j'aime bien les délires un peu mignons comme ça, et le côté parodie méta avec les animaux qui sont exactement le décalque de leur maître. Puis c'est quand même le film qui va mettre quand même les pieds dans les plats et dire que la team chien a raison, quoi. Bah ça, c'est un film produit par des Américains. Donc des gens qui aiment bien la docilité, la servitude et effectivement le fait d'obéir aux ordres. Donc, tu vois, la team chien, effectivement, sera toujours forcément gagnante aux États-Unis, qui est donc un pays de fascistes. Alors que la team chat, qui sont donc les libres penseurs, les indépendantistes et les communistes, seront toujours gagnants dans la réalité du monde. Tout à fait. La preuve, les fachos ont des chiens. La police a des chiens. L'armée a des chiens. L'armée a pas de chat. Bah, tu te rappelles pas des mêmes avec... Les brigades félines, ça n'existe pas. Hein. Avec Hitler 4, là. Tu te rappelles pas du chat Hitler? Hitler 4. Ouais, c'était un mème des années là. Non, j'ai pas. Je te montrerai, c'est marrant. C'est un chat qui a une moustache de Hitler, c'est trop marrant. Ça a l'air trop marrant. Ils avaient fait, non, mais le truc, c'est que je fais une brève parenthèse, donc vous pouvez avancer de 30 secondes si ça vous intéresse pas, mais il y avait vraiment un truc comme ça, des mèmes qui avaient été faits avec à partir d'une photo d'un chien qui avait un déguisement de homard, c'était Red Lobster, et du coup, ils avaient fait toute une forme en fait, de roman photo en BD comme ça, de guerre, de guerre, tu sais, mais de récits vraiment de guerre à la guerre sénisse, en fait, tu sais, avec Red Lobster et tout ça, et t'avais des chats ils prenaient des photos de chats dans des baraques en carton comme ça, ils disaient qu'ils se faisaient attaquer par dans des bunkers. J'ai raté ça, mais je te montrerai. On voit un lien, frère. Ouais, c'est trop marrant. C'est beaucoup. Du coup, trop tu veux marrant. nous reparler de la loupe DSS ou Non, c'est bon. Okay, tu me dis. Allez, on continue dans l'animation. Par contre, avec un projet qui est complètement what the fuck. J'ai même pas compris ce que c'était. Je vais te laisser m'expliquer ce que c'est le Teen Titans Go Sea Space Jam. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, alors, cette année, Warner Bros sort Space Jam 2. Ouais. En fait, Space Jam 2 pourrait s'appeler Ready Player One. Warner Edition, ouais, voilà, Warner Edition. Avec du basket, grosso modo. Donc Space Jam, qui est un film, j'ai pas envie de dire culte, je vais pas dire culte, d'ailleurs, c'est un film des années 90, de 96, qui racontait comment Michael Jordan allait faire du basket avec les Looney Tunes. Voilà, il y a Bill Murray aussi dedans, c'est incroyable. Et c'est vraiment les Looney Tunes, donc c'est Daffy, c'est Lola Bunny, c'est voilà, le canard et tout. C'est Daffy le canard, je suis en train de me dire. C'est Bugs Bunny le Daffy Duck, oui. Voilà, exactement. Donc c'était un film bizarre, on appelle ça un film véhicule, qui était là pour faire un peu la promo de Michael Jordan et aussi de Warner. Ils ont fait d'autres trucs comme ça. Après, il y avait eu un truc avec Brendan Fraser aussi, avec, tu sais, les Toons au centre de la Terre, ou je sais pas quoi, enfin plein de conneries comme ça. Et même quelque part, les Gremlins, c'était un peu ça aussi. Ce côté un petit peu genre Warner Bros aime les cartoons, aime bien mettre en avant ces Looney Tunes. Donc, allons-y. Sauf que là, dans le 2, ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a toutes les franchises qui sont présentées, mais même pas les franchises, les films en général. Ouais, la franchise Casablanca. La franchise Casablanca, voilà, Tokyo Drift et tout. Casablanca Drift. Il y a Mad Max, oui, il y a Mad Max. Il y a Orange Mécanique. Il y a vraiment tous les films de Warner qui sont présents. C'est-à-dire que vous imaginez. C'est un film de promotion pour HBO Max, hein. Mais complètement. Mais c'est une publicité géante avec, c'est qui du coup? C'est LeBron James, je crois, qui joue le basketteur. Ouais. Moi, je sais plus. Bref, c'est un basketteur légendaire, encore une fois, qui va être là pour mettre des dunks face à des aliens pendant que King Kong sera derrière, moi, genre, ouais, vas-y, bro, et tout. Donc, ça va être super cool. Et comme Warner Bros, c'est un conglomérat, et que Warner Bros, c'est aussi quelque part un peu nul, ils ont décidé de faire un crossover avec Teen Titans Go. Donc, la parodie de l'adaptation des Teen Titans en dessin animé. Donc, une sorte de Super Nana, mélangé avec du Bob l'éponge, avec toutes ces conneries-là, ces cartoons vraiment un peu débiles, à la fois pour enfants et pour adultes, un peu fumeurs de bédo. Sauf que là, grosso modo, ils vont juste regarder Space Jam, et ils vont faire pause sur des scènes pour les parodier et se foutre de leur gueule. Ou juste pour en rire, parce qu'évidemment, ils vont pas se foutre de la gueule précisément du film. Donc voilà. Moi, ça me chauffe. Je sais pas quoi dire en plus. Moi, ça me chauffe de ouf. Bah, moi, ça me chauffe aussi parce que je suis fan de Teen Titans Go, et c'est vrai quand même que depuis quelques années, les mecs ont de plus en plus d'idées bizarres. Tu vois, l'épisode musical. Puis là, ils ramènent Marv Wolfman et George Perez pour doubler leur propre version animée de personnage, où les deux créateurs doivent relancer justement les Teen Titans. Ils vont faire plein de trucs débiles et ouais, complètement. De toute façon, c'est devenu un peu une sorte de soupape de déconcompression de l'univers DC en ce moment. J'ai l'impression de ça. Rappelle-toi de Teen Titans Go to the Movies, où vous faisiez des vannes sur BVS et tout. Tu vois, il y a quand même vraiment un esprit autoparodique qui se tient. Là, en l'occurrence, c'est un peu encore une fois une sorte de film d'homme sandwich, on va dire. Mais en même temps, j'ai envie de dire que plus de Teen Titans Go, c'est toujours une bonne nouvelle. Et évidemment, ça va passer sur HBO Max, après être passé sur Cartoon Network en direct. Donc bon, moi j'avoue, je déteste Space Jam.
mais genre viscéralement, je peux pas supporter de regarder ce film. Donc, je sais pas si je vais m'infliger ça, mais en même temps, j'adore les Teen Titans Go. Du coup, tu vois, c'est un petit peu, ça s'annule. Tu vois, genre, je suis au milieu du guet. Je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Mais donc voilà, ça existe et quelque part. C'est bien. Tant mieux, tant pis, je sais bizarre, pas, tu vois, c'est tellement absurde comme concept. On vit une drôle d'époque, hein, c'est ça qu'il faut dire. Drôle d'époque aussi parce que à côté, t'as l'adaptation des comics hardcore de Robert Kirkman qui va être portée au cinéma par Adam Wingard, qui pourtant n'a fait que des mauvaises choses. Non, il n'a pas fait que des mauvaises. Enfin, toi, tu connais peut-être plus que moi dans le cinéma d'horreur, parce que j'ai pas vu ces films d'horreur, et donc je saurais pas te dire si c'est bien ou pas bien. Mais oui, pour Hollywood, en tout cas, il fait que des mauvaises choses, puisqu'il a fait le film Death Note pour Netflix et le film Godzilla vs Kong pour Warner Bros et HBO Max. Qui est pas un bon film. C'est un qui est agréable au niveau de scène de baston, mais que scénaristiquement, c'est à se tirer une balle dans la tête, tellement c'est mal écrit, tellement c'est nul. Le mec qui a été payé pour écrire ce film, mais casse-toi, va au Pôle emploi. Enfin, qu'est-ce que tu me fais du pied là. Très bizarre. Pourquoi tu fais ça, Arnaud? Je fais ce que je veux. Et donc, Adam Wingard. Hardcore, donc c'est l'histoire d'un monde dans lequel les soldats peuvent prendre possession de corps à distance, un petit peu comme dans le jeu Driver San Francisco, tu vois, où le mec fait de la projection astrale sur d'autres bagnoles et tout. Bah là c'est pareil avec des soldats. Et donc évidemment, scénario classique de film d'action à la con, le mec va être trahi par sa hiérarchie, il va devoir utiliser son pouvoir pour s'en sortir. Donc en gros, c'est un truc qui n'a rien d'original à part son gadget, qui peut donner un truc de mise en scène intéressant effectivement, mais ce sera probablement une série B avec une idée. Genre une idée, un peu comme Jumper, tu vois, c'est une série B avec une idée, de la téléportation. Un peu comme les comics de Mark Millar, alors. Un peu comme les comics de... Oui, dans l'occurrence, c'est Robert Kirkman, du coup. Mais... Ouais, mais du coup, un peu comme les comics de Mark Millar. Tout à fait. Aussi, qui ont une idée et qui parfois vont pas plus loin que ça. Mais là, du coup, Adam Wingard, donc ça sent le projet de commande pourri. C'est un truc que Kirkman avait développé avec Silvestri. Tu sais, c'est comme Outer Darkness, tu sais, où on t'expliquait que c'était pas une création de John Layman, qu'il était juste exécutant. C'était un projet qui avait été développé avant, probablement pour du jeu de plateau, du jeu vidéo ou de l'animation, tu vois. Bah là, c'est pareil, grosso modo, Kirkman, maintenant, il crée des projets, et après, il les file, dans le cas, c'était Andy Deagle, et Alessandro Vitti, pour, grosso modo, juste faire des trucs qui, après, vont marcher en franchise. Donc voilà, j'ai envie de dire, je m'en tape. Et, voilà, si vous êtes fan d'Adam Wingard, bravo. Je suis content. J'espère que vous avez sauté de joie en apprenant le truc. Est-ce que tu es fan de Aaron Taylor Johnson? Ah, je suis très fan de Aaron Taylor Johnson. Alors, tu es content qu'il sera bien le Kraven du Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Mais toi, t'es content parce qu'il y a que moi qui parle là, depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que cette émission, tu parleras beaucoup plus que moi, mais ça arrive de temps en temps et tout. C'est parce que je t'ai expliqué, on est un petit peu pressé par le temps et donc. Donne ton avis quand même. Là-dessus, je sais que t'es plus salé que moi sur les. Enfin, moi, je m'en fous, donc les Venom, Sony, etc. Moi, je suis content parce que en fait, après avoir fait Venom et Carnage, ils sont décidément bien. Enfin, ils sont bien décidés à faire un film sur Kraven, qui est quand même un vilain emblématique de Spider-Man dans un univers qui, à l'heure actuelle, on enregistre ce podcast, n'a toujours pas de Spider-Man à l'intérieur. Donc, c'est que tous ces films sont faits sur de mauvaises idées. En plus, dans le synopsis, dans le pitch un peu qui était paru, il disait vraiment qu'ils allaient faire le film sur Kraven qui a affronté le plus grand méchant comme Venom, puis Black Panther et Spider-Man, sauf qu'ils ont absolument pas les droits de Black Panther dans cet univers-là, et ça par contre ils l'auront pas. Autant ils peuvent peut-être ramener effectivement je sais pas, Spider-Man en fonction de leur bail avec Tom Holland, j'y crois absolument toujours pas, mais ils peuvent peut-être le faire, mais je vois absolument pas ce que... De toute façon ils peuvent pas Black Panther, parce que Black Panther en plus l'acteur est mort, donc c'est encore plus impossible. Oui, non, là, pour le coup, c'est vraiment physiquement pas possible. Ouais, c'est ça. Donc, mais voilà, mais c'est toujours fait par des gens qui ont une très mauvaise façon de penser, ou même le directeur de Sony Pictures est obligé de dire, en fait, non, mais quand vous verrez Venom 2, Carnage, machin, Spider-Man, il va pas vous manquer, parce qu'en fait, tous les journalistes se posent toujours la question, mais comment vous faites sans Spider-Man? Et je pense qu'il commence à en avoir un petit peu marre. Il fait vraiment, nous, on a une bibliothèque de 900 personnages techniquement en Marvel, qu'ils ont acheté, du coup, quand Marvel était sur le point de faire, pas comment c'est possible, hein. De faire faillite, et ils disent du coup on n'envisage pas ça comme un Spidey Universe, et en même temps ils disent ça, et en même temps ils font que racoler, mais la bouche ouverte à racler si tu veux le parquet tout le temps, en essayant de mettre le moindre easter egg, un logo du Daily Bugle, un acteur qui a été casté auparavant dans un film, Spider-Man comme Michael Keaton par exemple, parce que je suis de moins en moins persuadé en fait que c'est le Adrian Toomes du MCU qui, moi j'ai l'impression que c'est une autre version du personnage. Il joue pareil, dans le trailer il joue pareil quoi. Ouais, non, mais c'est
c'est trop bizarre et il apparaît parce que grosso modo il expliquait aussi que je sais pas qu'ils avaient un plan pour que Spider-Man rencontre leur personnage. Je sais absolument pas de quoi il veut parler. C'est pas un plan pour que le MCU et cet univers se croisent. C'est juste pour que Spider-Man. Et donc il disait qu'avec No Way Home il y aurait forcément plus de choses. En tout cas, si c'est un film dans lequel Kraven du coup pourra chasser Spider-Man, vraiment ça sera à la limite un peu plus intéressant. Même si je le vois très bien pour l'instant comme une forme d'origin story, on te montrera juste que c'est un chasseur ultra skillé et qu'à la fin peut-être qu'ils feront du truc. En l'occurrence, sinon ce qu'ils peuvent très bien faire, c'est simplement faire une adaptation de la dernière chasse de Kraven avec Venom à la place de Spider-Man, et ça on en avait déjà discuté. Vu qu'ils se font de Venom un peu leur héros de base en fait et qu'ils remplacent là-dedans. La dernière chasse de Kraven, il a un intérêt en récit crépusculaire de Kraven parce qu'il a toujours chassé Spider-Man, il n'est jamais arrivé, il est très vieux, il est au bord de la mort. Puis à la fin d'ailleurs, je vais pas spoiler, lisez-le, c'est vachement bien. Mais non, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, après c'est des crétins, donc ils pourront faire ça. Mais c'est pour ça. Mais le fait qu'ils aient pris Jesse Chandor, qui a quand même fait Triple Frontier, qui est alors moitié film de commando, moitié film de course-poursuite, puisque c'est du coup, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est une poignée de soldats parmi lesquels Ben Affleck, comme quoi tous les rebuts se croisent au bon endroit, et Oscar Isaac, donc il y a aussi Moon Knight et Batman dans le même film, et Pedro Pascal, donc il y a aussi Maxwell Lord, putain c'est fou, et le Mandalorian, mon dieu. Et ça, moi j'aime pas ce film, mais je sais qu'il a reçu une très bonne presse. Moi j'ai bien aimé, c'était de la bonne action. Moi le propos qu'il développe sur les vétérans me gêne profondément, parce que j'ai du mal à croire qu'on peut porter en héros ou en victime les mecs qui ont bombardé l'Irak et l'Afghanistan. Mais cela étant dit, ça reste effectivement un film qui est bien mis en scène et qui justement, t'imagines très bien les scènes, tu sais, où il s'enfuit dans le désert, où il traverse les villages aux mains des cartels et tout. Tu imagines très bien Kraven, justement, dans un contexte comme ça, chasser un mec, pas forcément Spider-Man, mais un mec, peut-être un vilain de Spider-Man qui pourrait faire un peu exotique comme ça. Je pense que c'est peut-être le personnage qui est le plus facilement adaptable hors Spider-Man. Tu peux faire un truc parce que justement il peut chasser effectivement d'autres vilains animaliers et ça il y en a à foison. Même juste un mec de cartel, encore une fois, tu vois. Oui, il est quand même sur la chasse et sur le rapport de l'animal. Donc, du coup, moi, tu vois, un film concept, tu vois, pareil, là on se reprend à rêver, hein, parce que encore une fois, Venom 1, c'était Ruben Fleischer, qui est plutôt un bon metteur en scène, qui est pas extraordinaire, mais qui est un bon metteur en scène. Le film était pourri. Morbius, c'est Daniel Espinosa, le mec qui a fait Life et qui a fait aide-moi. Il fait quoi d'autre? Je sais plus, mais il a fait un autre bon film. Il a fait un autre bon film qui était bien aussi. Child 44. Donc c'était un bon réalisateur et le film a pas l'air dingue. Donc j'avoue qu'en fait le doublé bon acteur, bon réalisateur, comme pour Venom, comme pour Morbius, je commence un peu à croire qu'en fait c'est une chimère, que les mecs ont des très bons directeurs de casting mais qui ont de très mauvais producteurs, et qu'en fait du coup le film, je peux pas m'emballer, parce que même si j'adore Aaron Taylor Johnson, même si c'est toujours méta de le voir revenir faire du super-héros, il a quand même commencé un peu sa carrière avec Kick-Ass, c'est là qu'il a été révélé au grand public. Il a fait évidemment Didn't See That Coming. D'ailleurs, il joue encore un mec d'origine Europe de l'Est. Ouais. Je sais pas, c'est une sorte de passion chez lui, il aime bien jouer les Russes. Puis voilà, puis il faisait Quicksilver dans le MCU. Ouais. Tout à fait. Et je faisais John Lennon aussi dans Nowhere Boy. Et oui, c'est celui-là que je disais, Arnaud. You Didn't See That Coming, c'est la réplique de Quicksilver. Mais d'ailleurs, c'est rigolo qu'il ait pas voulu revenir pour WandaVision, mais qu'il veut bien revenir dans l'univers de super-héros pour faire Kraven. C'est un peu bizarre. Oui, mais ça n'a aucun rapport. Je sais pas, c'est quand même le mec son personnage est mort. Qui a coupé. Non, mais il aurait pu revenir pour WandaVision pour la scène de. Ouais, mais ça faisait pas leur méta. Leur méta job. Déjà Dick Bonner. Oui, non, mais je veux dire que ça faisait pas le caméo méta avec le fait que ce soit le mec mais qui était de la Fox. Pourri, bref, peu importe. Mais grosso modo, après, c'est vrai que c'est cohérent. Depuis Kick-Ass, il a pris 1 kilo de muscle par an, voire 3 kilos de muscle par an. Maintenant, c'est juste une putain de masse de muscle. Et si vous voyez Tenet, c'est compliqué quand même de se dire que le mec là dans le béret avec la beubare et les biscottos qui font 4 fois mon tour de taille, c'était Kick-Ass. C'était le freluquet de Kick-Ass avec ses lunettes et ses cheveux gras. Donc voilà, tu vois, c'est-à-dire que dans un monde idéal, le mec qui a fait Most Violent Year et Triple Frontier, qui fait un film Kraven sur la chasse avec Aaron Taylor Johnson, ça a tout d'un projet pour me faire bander, mais c'est chez Sony Pictures, et comme tu dis, tu peux plus faire confiance à ces gens-là, quoi. C'est comme, encore une fois, pour Berlanti, une fois qu'ils ont fait la saison 3 et 4 de Riverdale, c'est quand même compliqué de se dire, ils vont faire les super nanas? Ok, d'accord. Bah non. Et là, grosso modo, je suis un peu dans le mode, Ouais. Voilà. Non, c'est ça. Puis moi, ça ne m'inspire aucune empathie, clairement, pour ce projet. Je tire. Tant qu'en plus, en fait, le truc, c'est que là, on est dans une période de flou où continuellement, en fait, ils vont entretenir volontairement le flou sur c'est quoi le bail avec Spider-Man et tout ça, avec le MCU, avec Marvel Studios. Et en fait, ils font leur promo et leur beurre que là-dessus. Ça alimente tous les clickbaiters de merde tout le temps. Ça fait que de la pollution, de désinformation et de trucs approximatifs. Ça fait que exciter la partie la moins gracieuse des fandoms et tout ça. Et franchement, c'est juste que ça me saoule. Imagine que tout ça soit vrai. Genre, imagine juste, ferme les yeux, imagine que vraiment Willem Dafoe revienne
en bouffon vert et que du coup ça valide tous ces chiens de la casse. Bah ouais, c'est ça qui me Je suis vraiment. Mais parce que dans les deux cas, en fait, la qualité de l'information, elle est perdante de toute façon, en fait, dans les deux cas. Mais le cinéma est perdant. Enfin... Parce que si c'est vrai, eh ben, ça valide effectivement tous ces trucs qui font que balancer des fake news à longueur de journée, qui attendent qu'il y en ait une qui soit juste, et du coup, bah, ça valide leur truc. Et si c'est faux, bah, c'est-à-dire que tous ceux qui ont partagé, ben, en fait, on contribue. Ouais, puis ça valide un fan service besogneux qui fait qu'en fait, les mecs sont encore piégés par la saga de Sam Raimi. Au lieu de réussir à vraiment la toper, alors qu'en vrai, tu peux toper Sam Raimi. Ouais, et puis créer la saga de Sam Raimi de 2021, en fait. Oui, faites le Spider-Man que ceux qui naissent maintenant, qui sont jeunes maintenant, vénéreront dans 30 ans. C'est-à-dire que le 1 et 2, c'est Iron Man 3.1 et 3.2. Et maintenant, ça va être Spider-Man 3, ça va être Spider-Man 4 de Sam Raimi. Et t'as envie de dire, bah non, frère, enfin, je sais pas, non. Ouais. Juste non. Allez, et on termine ce podcast. Vivement Spider-Verse 2. Ouais, clairement. On termine du coup avec le premier trailer d'Eternals qui est arrivé en ligne. Ouais. Alors qui ne montre pas grand chose, qui est vraiment un trailer de concept juste pour dire les Eternals sont venus de l'espace. Alors grosso modo il y a longtemps. Voilà, il y a longtemps. Grosso modo dans les comics, c'est une espèce qui est dérivée de l'humanité, mais qui a été donc manipulée par les Celestials et donc ça donne les Eternals comme leur contrepartie maléfique qui sont les Déviants. Et donc dans la diégèse du MCU, on te dit qu'ils sont arrivés clairement aux origines de l'humanité, parce qu'on les voit clairement avec des peuplades, on va dire des tribus un peu anciennes, antiques, et donc ils ont vécu cachés parmi les êtres humains pendant des siècles et des siècles, sans jamais intervenir, sauf que a priori il y a quelque chose qui va les pousser à intervenir. Ce quelque chose, c'est a priori les conséquences de Endgame et la disparition des leaders des Avengers. En tout cas, on imagine que c'est ce qui est présenté là-dedans, ce qui posera bien entendu quelques questions du genre, mais bordel, qu'est-ce que vous foutiez quand la Terre se faisait envahir par les Kitori dans Avengers 1? Pourquoi là vous n'étiez pas intervenu? Le monde avec un gros caillou. Ouais. Enfin bon, mais disons, on est vraiment là pour avoir vraiment cette sorte de famille ancienne qui a vécu caché. Parce que Kevin Feige ne peut plus faire les Inhumans à cause de Doug Perlmutter qui a voulu la faire en série ABC. Du coup, on prend The Next Best Thing, des races aliens super stylées avec des pouvoirs ultra puissants et qui auraient pu se cacher au sein de l'humanité depuis le début. Les Eternals, je sais pas quoi du tout quoi penser de ce trailer, parce que déjà c'est hyper introductif. Effectivement, il y a ce côté la race avant les races, on va dire le premier peuple qui était là avant quelque part les hommes, même qui a accompagné les fondements de l'humanité. Ça pose évidemment des questions. Ils pourront pas refaire la même chose pour les X-Men, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. Incroyable. Cohésion de cerveau, Arnaud, c'est beau. Jugement, j'allais dire, ça pose évidemment la question de comment tu pourras ensuite justifier les X-Men en mode genre, nous aussi, depuis le début. Et nous, on avait un gène X, il a été activé. Alors, c'est pas possible. Ça ne marche pas. Il a été activé par le snap. Peut-être qu'ils vont faire ça, hein. Peut-être qu'ils vont faire, ou alors les Inhumans, ils vont dire, en fait, non, mais Inhumans, les brumes tératogènes. Inhumans, vu l'image que la licence a prise à cause de la série télé, plus jamais ils les ressortent, hein. Enfin, quand on sera mort, tu vois. Quand nous, on sera mort. Non. Et que du coup, il n'y aura plus personne de vivant pour se souvenir de ce qu'a été Inhumans. Là, ils le referont. Je sais pas, parce que du coup, ça poserait aussi la question de genre, est-ce qu'un jour ils referont Daredevil? Est-ce qu'un jour ils referont Iron Fist? Daredevil, oui, parce qu'ils l'ont refait en série déjà, et la série a quand même une bien meilleure image que les films, donc oui. Inhumans, tout le monde a... Qui a vu Inhumans? Moi, j'ai vu. À part toi, au Grand Rex. Ouais. Non, c'était pas au Grand Rex, c'était au pâté de la Villette. C'était sur un écran IMAX et tout. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu aimes vraiment manger des bites ou est-ce que c'était juste pour la série HBO que t'as fait ça? Oui. Non, il mange pas vraiment une bite, je crois. C'était un gag dans la série Game of Thrones. Je me souviens plus, c'est trop longtemps que je l'ai vu. Il coupe le zizi de. Non, mais il le mange pas vraiment. C'est un fake, je crois. Non, c'est une saucisse. Non, c'est ça, il mange une saucisse, mais il fait croire qu'il mange son zizi. Donc, ouais, Eternals. Alors, ça a l'air joli. Enfin. Il y a une patte artistique. C'est vraiment un film d'auteur. Ouais. Non, mais ça fait plus. On n'a pas appliqué un filtre couleur. Mais il y a un filtre couleur en vrai. C'est juste qu'il est un peu plus propre. En fait, il y a plus d'éclairage, c'est-à-dire que ça utilise plus la lumière du jour. Naturel, voilà, c'est en gros, ils sont un peu en train de faire quand même leur promo là-dessus en disant ouais, on a laissé vraiment. On n'a pas tourné en studio. Chloé Zhao, voilà, faire tout ça en décor naturel. En vrai, dehors, avec les gens, bordel. Et avec un minimum d'effets spéciaux numériques, donc vraiment, c'est un peu le vrai film d'auteur de Marvel Studios et tout. Mais vous voyez, il y avait une scène qu'on avait aperçue sur les tournages où tu sais, c'était juste devant une boutique. T'avais une vitre et derrière la vitre, t'avais un fond vert. C'est genre le décor de la boutique lui-même, il est pas assez bien, donc il faut qu'on mette un fond vert pour pouvoir le truquer numériquement derrière. Si c'était une boutique des pizzeries éternelles. Non, mais c'est bon, merde, des mecs qui savent créer un décor en fait. Je sais pas si tu connais The Batman, mais voilà, ce que j'ai à dire. Bon, bah les couilles. Non, mais voilà, grosso modo, c'est pas la tarte que j'espérais. Après, non, en fait, j'espérais rien, moi, de ce film-là, parce que l'Eternal, c'est vraiment un point d'interrogation depuis le début. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec, je comprends pas comment tu peux justifier leur existence depuis le début, même au niveau scénaristique, c'est pas cohérent. Je connais pas bien l'espèce en comics, donc je suis pas forcément hypé de ouf parce que j'ai pas de point d'accroche particulier. Maintenant, c'est vrai que le casting est lourd
faut pas dire le contraire, tu vois. Angelina Jolie, la réalisatrice aussi, c'est lourd quand même. La réalisatrice a quand même eu un Oscar, 2 Oscars même là récemment. Mais je sais pas, moi ça fait vraiment, en fait, on a pris cette jeune talent qu'on sait qu'elle va tout péter, on l'a sécurisée juste avant qu'elle parte faire que de l'indé pour lui dire vas-y tiens, voilà du fric, amuse-toi avec, fais-toi kiffer. Là, je veux pas trop la patte 16 mm, je veux pas trop le côté Ektachrome et tout qu'on nous a vendu quand même à grand renfort de il y aura de la pellicule. Ouais, mais ça a quand même la même gueule pour l'instant. Et vu que c'est trop introductif pour en parler pour le moment, je vais me réserver pour un deuxième trailer où on verra peut-être le vilain, la menace, le scénario, parce que là, franchement... a priori, les vilains, je pense que ce sera des déviantes aussi. Hein. Je pense qu'il y aura des déviants qui... Après, c'est quand même cool de voir justement que Feige laisse au film le temps de se laisser découvrir. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trailers comme Shang-Chi. Shang-Chi, il y a tout. Le papa, les combats, l'origine et tout. Après, c'est moins facile, enfin, c'est vachement plus facile à présenter Shang-Chi qui n'a rien de très original au final, à part de juste dire c'est un super-héros asiatique fort en kung-fu, tu vas faire oh yes, c'est vrai, c'est très original. Là, on est quand même par rapport au grand public, sur le côté, même s'il y a déjà eu les gardiens et tout ça, on est de nouveau sur une réintroduction d'un autre pan de mythologie avec un autre concept de personnages créés par Jack Kirby. Et Kirby, c'est pas forcément le mec le plus accessible qui soit pour le grand public, on va dire. Donc tu vois, il y a quand même tout un autre truc à bien travailler sur le grand public pour qu'ils se disent ok, ça a l'air cool comme nouvelle licence, parce que c'est une vraie grosse nouvelle licence ça, pour eux. Tout à fait. Et donc voilà, du coup on attendra bien le deuxième trailer pour en décortiquer tout ça un petit peu plus, et on va terminer ce podcast ainsi. On espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous pouvez également partager ce podcast sur les réseaux sociaux, nous soutenir sur Tipeee pour continuer à pérenniser notre aventure podcastienne, et on vous dit à très bientôt pour le prochain numéro de First Print. Salut.